Bonjour tout le monde, heureux de vous accueillir pour ce 3e Café des Sciences de Voiron et d'être aussi nombreux, malgré la concurrence ce soir. Je crois que c'est l'ouverture du Montangle. Donc le sujet qu'on va aborder ce soir, c'est un petit peu spécial. Peut-on étudier scientifiquement le surnaturel ? La démarche zététique. Alors je tiens à préciser tout de suite qu'il ne s'agit pas de diététique, mais de zététique. Donc ceux qui malencontreusement auraient pensé autrement peuvent toujours revenir une autre fois. Alors, vous savez le principe du café. Donc nous avons 4 intervenants ici qui sont des zététiciens émérites. Vous avez pu remarquer aussi que ce soir c'est pas Pierre Aldebert qui vous présente et qui est le modérateur de la soirée, parce que Pierre Aldebert est un zététicien aussi, donc par souci de déontologie, il a préféré ne pas faire office de modérateur dans le débat. En fait, il est zététicien à fond. Donc notre sujet ce soir, je vais vous lire la petite introduction pour ceux qui n'ont pas le papier. Donc on n'échappe pas à l'extraordinaire, il est partout autour de nous, à la rubrique horoscope de nos magazines, dans les prospectus de marabout glissés au fond de nos boîtes aux lettres, chez nos libraires exposant une multitude de livres ésotériques, là aussi, dans nos familles comptant magnétiseurs, passeurs de feu ou encore sourciers, voire même dans les séances de spiritisme de nos souvenirs d'enfance. Notre coiffeur nous conseille un prochain rendez-vous à la lune descendante. Notre pharmacien nous vante les bienfaits des élixirs de Bach, personnellement je ne connais pas. Nous aménageons l'intérieur de nos maisons selon les règles du Feng Shui. Nous pouvons aussi être surpris de recevoir l'appel d'un ami au moment où nous pensions à lui et reconnaître le visage de la Vierge dans une tache d'humidité. Enfin, certains. Télépathie, radiesthésie, psychogénéalogie, astrologie, lithothérapie, ovni, psychokinèse, fantôme. Face à ces phénomènes surnaturels, la zététique nous permet de garder un esprit critique. Dans l'Antiquité, les zététiques étaient des philosophes prenant le doute systématique. Aujourd'hui, la zététique n'est plus une simple posture. N'est plus une simple posture. C'est assez. Je pense qu'il y a quelque chose. Kinèse, hein. Et ça continue. Bon, écoutez. Donc, elle se définit comme une méthode de recherche basée sur le doute et la vérification des informations et des micros. Ouverts d'esprit et curieux, les zététiciens préfèrent suspendre leur jugement là où la connaissance leur fait défaut. Ils se donnent alors les moyens d'en savoir davantage et font des recherches sur ces phénomènes étranges. Utilisant la méthodologie scientifique, la zététique donne à l'expérimentation un rôle primordial. Si besoin, les zététiciens réalisent donc des expériences scientifiques rigoureuses, se confrontant ainsi à la réalité des faits pour éviter d'adhérer à n'importe quelle croyance surnaturelle. Nos intervenants du café de ce soir, en répondant à vos questions et interrogations, se feront un plaisir de vous faire découvrir la zététique dans ses fondements et dans sa méthode, mais aussi au travers d'exemples concrets. Donc, traditionnellement, je propose donc que les intervenants se présentent les uns à la suite des autres. Alors, bonsoir, je m'appelle Nicolas Vivant, je suis ingénieur en informatique et accessoirement président de l'Observatoire zététique. J'ai toujours été fasciné par le paranormal depuis tout petit, sans jamais me poser la question en termes de croyance. C'est-à-dire que ce qui m'a toujours intéressé, c'était de savoir si ça existait, mais pas de. Enfin, je me suis jamais posé la question bizarrement en termes de croyance. Donc c'est naturellement en fait que je me suis intéressé à la zététique, et c'est naturellement que j'ai intégré l'association. Bonsoir, je m'appelle Richard Monvoisin. Alors moi je passe la majeure partie de mon temps à faire de la recherche sur le domaine en fait. Et j'ai fait un cursus de sciences physiques. Ensuite j'ai fait de la didactique des sciences, c'est-à-dire de tout ce qui tourne autour des processus d'enseignement.
Et je me suis aperçu que la démarche critique était quelque chose qui n'était pas enseigné au fur et à mesure du cursus scolaire et universitaire. Et mon intérêt, moi, pour le paranormal, il vient aussi de ma prime enfance et de certaines émissions de télévision qui étaient fortement orientées paranormales, mystérieuses, notamment les émissions mystères dans les années 90. Et j'avais une fâcheuse tendance à gober un peu tout, et je me suis dit qu'il était peut-être nécessaire de se pencher sur des petits éléments critiques qui me permettraient de m'y retrouver dans ce champ vaste. Et c'est comme ça que, de fil en aiguille, j'ai atterri également dans l'association de l'Observatoire zététique de Grenoble. Voilà. Bonsoir, je m'appelle Géraldine Fabre, je suis docteur en sciences de la Terre et membre de l'Observatoire zététique pour la 3e année. Donc moi également j'ai suivi un cursus très scientifique et je me suis toujours intéressée au paranormal en dehors un petit peu. J'ai découvert la zététique suite à une conférence qui était organisée à Grenoble dans laquelle qui était présentée par Henri Brock qui enseigne la zététique comme discipline à la faculté de Nice et naturellement après j'ai rencontré les zététiciens et j'ai adhéré à l'association. Bonsoir, je m'appelle Thierry Chauffat, je suis actuellement en thèse de mécanique des fluides. En thèse. Bonsoir, je m'appelle Thierry Chauffat, je suis actuellement en thèse de mécanique des fluides et je viens juste de rejoindre l'Observatoire de zététique. Alors, comment j'ai eu envie d'écrire la zététique? En fait, c'était pas à cause du mot zététique, c'était parce qu'il était dans un stage qui était proposé pendant mes études et qu'il était accolé aux deux jolis mots esprit critique et que j'ai toujours trouvé que j'en manquais, que j'en manque sans doute encore beaucoup. Et ayant envie de développer mon esprit critique, j'ai eu envie de découvrir cette méthode. Et en plus, il est vrai que s'intéresser à une démarche critique, une démarche scientifique, en l'appliquant au domaine du surnaturel, est quelque chose de particulièrement ludique, agréable et qui permet de se former l'esprit. Eh bien, très bien. Donc maintenant on passe directement aux questions. C'est quoi l'Observatoire de zététique? Président. L'Observatoire zététique, c'est une association loi 1901 qui se propose de faire la promotion donc, de la zététique comme méthode. C'est une association qui travaille sur 4 axes en gros. Un axe qui est la mise à disposition au public d'informations sur un certain nombre de sujets liés au surnaturel, ou aux pseudomédecines ou aux pseudosciences. Donc il y a un aspect communication, il y a un aspect recherche, investigation, mise en place de protocoles expérimentaux autour de phénomènes réputés surnaturels ou paranormaux. Il y a un autre axe qui est un axe enseignement et formation. Donc on a un certain nombre de membres de l'Observatoire qui dispensent des formations au sein de structures universitaires ou d'autres structures. Et enfin, un travail de veille médiatique et donc de lecture critique d'articles scientifiques, d'émissions qui peuvent passer. Voilà. Le résultat de tout ça étant publié sur un site web qui est le nôtre et qui est www.observatoire-zététique.org. Donc voilà, une association loi 1900 en fait, qui a été à l'origine montée par des doctorants il y a 3 ans et qui compte aujourd'hui un peu plus de 35 membres. Voilà, et qui se réunit 1 fois par mois à Grenoble. Est-ce qu'on pourrait expliciter le terme zététique? Qui veut? Allez. Alors, alors le terme zététique vient du grec zétein, qui veut dire chercher, et à l'origine il désigne, il était enseigné dans l'Antiquité par un philosophe grec qui s'appelle Pyrrhon, et qui prônait en fait le doute systématique, une suspension du jugement, quelle que soit la problématique, puisqu'on ne pouvait pas connaître en fait le monde. Maintenant, le terme de zététique a un petit peu changé de sens et aujourd'hui, ce n'est plus juste un doute
systématique, mais une démarche. C'est-à-dire que les zététiciens utilisent le doute sceptique, mais essayent d'en savoir davantage et font des recherches donc, sur ces thématiques. Voilà. Je trouve un peu paradoxal dans votre présentation. Vous êtes des zététiciens et vous cochez le doute, et par contre vous avez présenté votre science et votre philosophie, si j'ose dire, comme étant le traitement du surnaturel. Déjà le mot surnaturel dans votre bouche m'interpelle. Surnaturel, c'est pour des gens qui se veulent physiciens, praticiens, concrets, surnaturel, c'est quelque chose de relativement imperceptible, incompréhensible, donc c'est un peu paradoxal dans votre bouche. Quelle est la différence entre le surnaturel et le paranormal? C'est une blague privée. C'est une excellente question en fait. Le mot surnaturel pose problème en fait, parce que ça postule déjà une nature et ça postule donc une surnature. Or, si le phénomène devient étudiable, si on peut investiguer ce phénomène et qu'on peut en dire quelque chose, ça devient automatiquement quelque chose de naturel. Au fond, le mot surnaturel n'a pas de sens. De la même façon que paranormal, dès qu'on se penche dessus, il devient automatiquement normal si on se sert de phénomène. Vous voyez ? Le problème, c'est que la plupart des gens se servent de ces termes-là. Donc on est obligé de partir de ça, et ensuite expliquer en quoi ces termes-là, finalement, ils sont vides de sens. En fait, je vais parler pour moi, je ne sais pas si tout le monde est d'accord là-dessus, mais pour moi, le paranormal ou le surnaturel, c'est plus un champ lexical, c'est plus une catégorie sociolinguistique, je dirais, qu'un vrai champ. C'est une manière d'en parler, c'est une forme un peu ésotérique de présenter une connaissance dont tout le monde n'est pas dépositaire, quelque chose qu'on se transmet comme ça un peu plus de bouche à oreille qu'une vraie connaissance, et qui souvent, dans l'esprit des gens, ne nécessite pas vraiment de preuves. On y croit plutôt qu'on se laisse démontrer la chose. Donc le mot paranormal et le mot surnaturel sont des mots qui n'ont pas de sens épistémologique en tant que tel. C'est exact ce que vous dites. C'est pour ça d'ailleurs qu'on y adjoint souvent réputé. C'est-à-dire qu'on parle de phénomènes réputés paranormaux, qui sont phénomènes prétendus surnaturels. Question au fond là-bas. Est-ce que vous pourriez donner un exemple de phénomène surnaturel à définir que vous avez étudié avec votre méthode? Et sur un exemple, vous montrez comment marche cette méthode. Répète la question. Tu vas répéter peut-être la question. Est-ce que tout le monde a entendu la question? Donc, on lui demande un exemple en fait de sujet réputé paranormal sur lequel on aurait pu se pencher, et donc essayer d'illustrer un peu ce qu'est notre méthode au travers. Alors, notre méthode n'a absolument rien d'extraordinaire. La démarche qui est mise en place, c'est simplement la démarche expérimentale scientifique. Simplement, il y a un certain nombre de biais qui ont été identifiés, qui ont été nommés, et on s'efforce d'éviter de tomber dans ces biais-là. Après, dans le déroulement, dans la mise en place d'un protocole, on est très très souvent dans du protocole scientifique, avec toute la rigueur que ça implique. Et donc dans quelque chose de tout à fait classique. Donc, je vais vous prendre un exemple typique. Je ne sais pas si vous êtes familier avec la démarche expérimentale, avec la méthode expérimentale scientifique, mais on passe par une répartition aléatoire de l'échantillon. Je vais vous prendre des exemples pour les gens pour qui c'est pas très clair. On passe aussi par le double aveugle. Ça signifie quoi? Ça signifie que dans le cadre d'une expérience, je vais l'illustrer par un exemple, c'est le plus simple. On a travaillé avec un magnétiseur, par exemple. Cette personne soignait les gens à distance et ressentait dans sa main un signal. D'accord? Ce magnétiseur s'interrogeait sur la nature de ce signal et souhaitait qu'on l'aide à le mesurer. On avait été contacté pour ça au départ. Il nous a dit que ce signal fonctionnait à travers les vêtements, qu'il était relativement stable dans le temps, c'est-à-dire que quand il identifiait une zone sur laquelle il y avait une pathologie, elle n'était pas mouvante sur une heure, par exemple. Et donc on a mis en place, en partant du principe que ça partait à travers les vêtements, un protocole où il avait identifié chez une personne un signal particulièrement fort, à un endroit de son corps, d'accord, qu'il pouvait ressentir donc à distance. Et on a mis entre cette personne et le magnétiseur apparemment quelque chose qui cachait la personne à sa vue. Okay. Et ensuite, on a de façon aléatoire déterminé si la personne devait être présente ou pas auparavant, et lui de son côté devait indiquer s'il ressentait le signal ou pas. Donc qu'est-ce qu'on essayait de faire à ce moment-là? On essayait simplement d'observer si effectivement le signal que cette personne-là ressentait
On ne met pas en doute le fait qu'effectivement il ressentait un signal. Simplement, est-ce que ce signal-là correspondait bien à la présence ou l'absence de la pathologie? Parce que lui, c'est un lien clair entre ce qu'il ressentait et voilà. Donc répartition aléatoire, c'est personne ne déterminait si la personne qui servait de cobaye devait être présente derrière le paravent ou pas. C'est le hasard qui déterminait ça. Parce que si c'était nous qui l'avions déterminé, probablement qu'on serait tombé sur des séquences qui sont finalement assez éloignées du hasard. Double aveugle, c'est-à-dire que ni la personne qui se trouvait derrière le paravent, enfin la personne qui se trouvait derrière le paravent ignorait la performance du magnétiseur, on ne savait pas s'il y avait dit oui il y a quelqu'un, non il y a personne. Le magnétiseur lui ignorait évidemment si la personne était derrière. C'est-à-dire que c'était vraiment les deux côtés de l'expérience, si vous voulez, étaient complètement dissociés. Et en fait on était synchronisés avec le temps simplement. Donc si je peux dire juste un petit mot sur l'importance du double aveugle, les tests en aveugle, j'imagine que vous avez déjà entendu parler, quand on goûte du vin par exemple, pouvoir comparer des vins, on les compare en aveugle, on cache les bouteilles. J'aime bien prendre cet exemple qui est assez significatif sur l'intérêt, si vous voulez, du test en aveugle. Vous avez probablement des enfants qui vous ont déjà mis la main sur les yeux et qui vous ont dit qui c'est. Qui c'est? Voilà. Maintenant, imaginez qu'ils ne mettent pas la main sur les yeux et qu'ils se mettent en face de vous et qu'ils fassent qui c'est. Tout de suite, ça n'a plus du tout la même valeur. Vous voyez ce que je veux dire? L'intérêt du test en aveugle, c'est que, évidemment, la personne qui est expérimentée ignore au fur et à mesure du test ce qu'est sa performance. La personne en face aussi. On a des exemples où on s'est aperçu que quand la personne qui est expérimentée, quand le cobaye, si vous voulez, n'ignore pas la performance, il y a une influence sur le résultat. Je ne sais pas si je suis très clair. Ouais. Donc voilà un exemple de protocole. Je ne rentre pas dans les détails, il est un peu plus compliqué que ça, un peu plus rigoureux que ça. Je l'ai vraiment décrit de façon rapide. Mais un exemple de travail qu'on a fait avec le magnétiseur, où on a mis en place un protocole qui était relativement simple finalement, et qui répondait à la question qui était posée, à savoir, avant de le mesurer, est-ce qu'on peut l'observer ce phénomène-là? Voilà. Et puis ça a été un échec, on n'a pas pu l'observer, donc évidemment le travail avec le magnétiseur s'est arrêté là. Et c'est rien d'autre que la démarche expérimentale scientifique, appliquée à un champ on n'a pas coutume de l'appliquer. C'est le magnétiseur continue à exercer? Oui. Ouais. D'accord. Il y a d'autres questions? À partir de quand on peut considérer qu'il y a quelque chose? À partir de quand on peut considérer qu'il y a quelque chose? Qu'est-ce que vous entendez par quelque chose? Quelque chose, c'est un phénomène, par rapport à utiliser le terme de paranormal, si on est correct, il y a quelque chose qui n'est pas dans la norme de la conduite. Vous avez des exemples? C'est une question vaste. Parce qu'en fait, c'est peut-être l'occasion de parler des divers champs qui sont couverts par le surnaturel, et vraiment, ça dépend vraiment du. C'est bon pour le son, parce qu'il est fait Là, c'est bon. Et vous pouvez avoir affaire aussi bien à des cas d'ovnis, par exemple, où on nous dit, voilà, quelqu'un témoigne avoir vu un ovni. C'est un cas difficile parce que. C'est paradoxalement difficile, pas difficile, vu qu'on parle des mots un petit peu. Le mot ovni, c'est objet volant non identifié. Une mouette mal photographiée, c'est un ovni. Par contre, un ovni d'origine extraterrestre, c'est autre chose déjà. Et quand quelqu'un nous présente son expérience, on ne peut pas reproduire ça. On ne peut pas demander à l'extraterrestre de revenir avec sa soucoupe pour faire une deuxième photo. Donc c'est des cas où on ne pourra jamais conclure qu'il y a eu effectivement quelque chose. On peut se pencher sur la trace, sur la photographie ou sur la description qu'en donne la personne. Donc ça c'est un cas qui est difficile. Quand quelqu'un prétend avoir un don, par exemple, ou une capacité qui est hors champ des capacités humaines, la première chose qu'on essaie de faire, c'est de mettre en évidence le don en question. Donc on essaie de trouver une situation expérimentale qui ne fasse varier plus que ce paramètre-là. Vous voyez, que ce soit télépathique, que ce soit des gens qui prétendent par exemple déplacer des objets à distance, ou des gens qui prétendent dire dans votre pensée. On peut mettre des protocoles en place, comme ça, assez simples, qui peuvent mettre en évidence ce phénomène. Et si... alors, le hasard, c'est quelque chose d'assez probable. C'est-à-dire que si, par exemple, je demande à Géraldine, qui est à côté de moi, de prendre une carte soit rouge, soit noire dans sa main, et moi j'essaie de me concentrer et de deviner la couleur de sa carte, j'ai une chance sur deux d'avoir juste, même sans aucun don.
Ce qui fait qu'il faut vraiment s'affranchir de la part due au hasard. Et le traitement statistique est parfois difficile, c'est-à-dire que quand on fait un grand nombre d'essais, c'était le cas par exemple pour le anesthésiste, le magnétiseur, pardon, il fallait que pour vraiment pouvoir prétendre à un phénomène qui sortait du cadre normal, sortir des marges de ce qu'on appelle une courbe de Gauss, une courbe de répartition normale, il fallait que la personne, pour que ce soit significatif, elle soit au-dessus de 65 réussites sur 100, et en dessous, ou en dessous, elle aurait été, lorsqu'elle est paranormalement mauvaise, en dessous de 35. C'est la zone moyenne qui permet d'avoir une sorte de... Bon, je ne veux pas rentrer dans les termes techniques, mais avoir un écart type suffisant pour pouvoir vraiment dire là, on tient quelque chose. Alors ce ne sera pas suffisant, après ça serait bien de reproduire encore et encore. Et une fois que le phénomène, on peut le recréer, et que la personne, on peut la tester plusieurs fois, et vraiment la signature du phénomène est là, on peut conclure qu'il y a quelque chose. C'est seulement après ça. Le problème, c'est que au niveau de l'analyse en toute aveugle et aléatoire, une fois que vous avez déterminé qu'il y a effectivement un phénomène, vous n'avez pas d'explication. Voilà, c'est ça le débat. Non, c'est une autre étape. Comment? C'est dans une autre étape. Une autre étape. Une fois qu'on a observé le phénomène, il est reconnu, mais pas expliqué. on dit voilà ce qu'on a observé. La première chose, c'est ça. Ensuite, on va essayer, à partir de cette observation, d'échafauder un certain nombre d'hypothèses. On va tester. Donc ça passe par de nouveaux tests éventuellement. On n'a jamais eu le loisir d'arriver à cette étape-là, en fait. Parce que quand on n'observe rien, on ne peut pas déduire quelque chose qu'on n'observe pas, c'est rien dur. Mais évidemment, si on avait voulu répondre parfaitement à la réponse du magnétiseur, lui il nous demandait de mesurer. Et mesurer quoi? Si on ne connaît pas la nature de ce qu'il y a à mesurer, on ne sait pas avec quoi le mesurer. Donc la première étape, c'était effectivement d'essayer d'observer. Qui vous contacte? Là, c'était le magnétiseur, sinon vous travaillez pour qui? Ce sont des victimes, entre guillemets, ou ce sont quels sont les phénomènes? Non, à l'Observatoire des zététiques, il n'y a pas de cobaye. Comment? Il n'y a pas de cobaye, c'est-à-dire que c'est une démarche volontaire des personnes qui ont un don, du moins qui prétendent avoir un don, et qui veulent, comme pour le magnétiseur, mesurer, mieux comprendre. Donc il n'y a jamais de cobaye. En fait, on va revenir sur la définition de la zététique. Pourquoi un nouveau mot alors que la science finalement couvre ça? C'est parce que les croyances, enfin le mot croyance aussi est délicat, c'est vraiment les adhésions à des théories un peu bizarres, un peu discornues, à des thèses un peu comme ça paranormales, souvent touchent à l'affectif des gens, à l'émotivité des gens. Et ça les engage fortement, bien souvent. Ça les touche dans leur pratique personnelle, ça les touche dans leur famille. Et quand on a recours à un guérisseur et qui nous fait du bien, on n'aura pas facilement tendance à admettre que finalement peut-être la base du phénomène en question n'est pas là. Et c'est tous ces biais psychologiques là qui sont à l'œuvre, le fait qu'on soit attaché parfois à certaines des croyances auxquelles on adhère, fait que ça rend très difficile l'investigation auprès des gens. Venir et prendre quelqu'un et lui dire viens te faire tester, ça peut le mettre en danger si toute sa construction de sa présentation du monde est basée sur ça. Il y a beaucoup de gens comme ça qui ont une espèce de contre-culture un peu paranormale comme ça. Et on préfère que les gens qui fassent la démarche de venir nous voir plutôt que d'aller les embêter, sachant que ils n'ont pas toujours envie de savoir ce qu'il y a derrière la chose à laquelle ils adhèrent. Ils n'ont pas toujours envie. Dire dessus ou non? D'autres questions? Comment a réagi votre magnétiseur après tous ces tests? On essaie de se répartir la de façon aléatoire. C'était tragique. En fait, ça a été très difficile pour lui, et donc très difficile pour nous. Parce qu'on était mal à l'aise. D'abord, il était très sympa, et donc on avait beaucoup discuté, il avait expliqué sa pratique, et on a passé du temps avec lui. Et pour vous donner un ordre d'idée, jusqu'à la conclusion de l'expérience, il buvait du thé, puis après, il s'est un peu mis à
digestif. Voilà, un petit digestif. Non, mais il était vraiment. On n'était pas très à l'aise du tout, quoi. Non, je plaisante pas du tout. Non, je plaisante pas. Non. Ça a été difficile parce que on a dépouillé les résultats, et si vous voulez, dans le cadre d'une expérience comme ça, c'est simple. Les résultats sont objectifs. C'est simple. Il a dit oui, la personne était là ou pas. C'est 0, c'est 1, c'est oui, c'est non, c'est comme vous voulez, mais il n'y a pas de place à l'interprétation. On essaie autant que possible de mettre en place comme ça des choses où les paramètres de validation sont très objectifs, très palpables. Et donc il était là quand le dépouillement des résultats a eu lieu, et puis bon, ben voilà, on a obtenu un résultat. Tout le monde était bien d'accord au départ sur ce qui était considéré comme un résultat positif, c'était visiblement négatif. Et là, il a commencé à se poser des questions devant nous, en se disant, mais alors, tout ça c'est dans ma tête. Oh non, on était vachement gênés, quoi. Parce que c'est peut-être effectivement dans sa tête. C'est une hypothèse, mais c'est pas une hypothèse qu'on allait tester là tout de suite. Donc voilà. Ce qui était délicat aussi, c'est que ça mêlait aussi sa pratique professionnelle. À côté de ça, il avait une profession, il était ostéopathe. Et ça touchait un peu enfin, il entremêlait un petit peu ça, ce qui fait qu'on touchait à sa pratique. Et ouais, c'était un moment dur en fait. C'était vraiment un moment dur. C'est là où on s'est dit que même quand les gens le demandent, il faut vraiment anticiper l'échec du test à l'avance pour pas que les gens soient surpris, parce que la chute peut être vraiment rude. Nous, on n'a pas grand-chose à perdre, on est là, on est comme un champ d'expertise et on leur propose un service, mais eux, parfois, on doit encourir de lourdes pertes. Et, en fait, on a eu des nouvelles, mais pendant 2-3 mois, il a un peu sombré. Il était un peu malheureux, quoi. Après, il est revenu à l'assaut avec une autre théorie, en fait, mais qui était difficilement testable. Donc c'est en cours, peut-être qu'on le reverra. Mais pendant 2-3 mois, ça a été dur pour lui. Vous allez l'achever. C'est très dur. Enfin, on peut remarquer que le passage du thé, du thé au digestif montre que la zététique est aussi une diététique. Mais la plupart des gens, souvent on a dans l'image le fait que les gens qui défendent le surnaturel sont des gens qui sont des charlatans, des arnaqueurs, des gens qui veulent nous rouler, qui veulent rouler le consommateur. Et ça arrive, mais en fait c'est extrêmement rare. La plupart des gens sont de bonne foi, et c'est ça qui est tragique en fait. Moi j'évalue à peu près à 98 ou 19% le nombre de gens de bonne foi qui prétendent avoir soit des capacités, soit des dons de soins, de guérison. C'est terrible. Des exemples de la télépathie d'un homme par rapport à un animal, par exemple les dauphins. En Amérique, ils ont fait des tests pour, comment dirais-je, programmer de loin, dans les sous-marins, par exemple, de former des dauphins par télépathie avec un dresseur, si je veux dire, pour qu'ils agissent faire un certain nombre de choses. Moi j'ai eu vent de cette histoire. Oui. Je pense que c'était dirigé par un homme qui s'appelle Timothy Leary, et qui était un monsieur qui en parallèle menait des tests sur lui-même au LSD. Ça a été le pape du LSD de 1962, je crois, à 1978. Après, il a commencé à vraiment voir le système nerveux et il y a eu même jusqu'à maintenant, on n'a jamais eu de retour d'expériences qui ont fonctionné avec des critères protocole simples. Et je crois que la méthode n'a pas été employée d'ailleurs avec les dauphins. Mais le mythe du dauphin il est souvent présent. On nous dit même, il y a certains livres qui vantent essayer de faire renaître le dauphin en nous. Le mythe aussi vient aussi de. Moi je pense que ce mythe sur le dauphin il vient du fait que vous savez, il dort, il fait dormir un hémisphère cérébral et pas l'autre en fait, de façon à pouvoir remonter régulièrement et respirer à la surface. Et ça colle à une théorie qu'on peut qualifier un peu New Age qui sépare le cerveau droit et le cerveau gauche, un cerveau qui serait plus rationnel, un cerveau qui serait plus émotif ou intuitif. Donc l'image du dauphin nous plaît beaucoup, d'autant qu'en plus ils ont une espèce de forme de culture et de langage qui nous intrigue. Et on aimerait bien communiquer avec ces animaux qui sont peut-être les plus intelligents après l'homme. Et je pense qu'il y a beaucoup de romances là-dessus, de fantasmes. Mais si par contre vous avez des documents qui sont solides, on ne va pas se pencher dessus. Et à ma connaissance, on n'en a pas vu. Mais il n'empêche
qu'il y avait quand même des tests de télépathie dans la marine russe et américaine du temps de la guerre froide. Ils ont avec des jumeaux, je crois. Ouais, mais ils ont un jumeau au sol, un jumeau dans le sous-marin. Ils ont tous abandonné en fait. Peut-être que c'était le coup. Pardon, une question. Non, c'est pas une question, c'est qu'on n'entend pas. Ah oui. On a des problèmes de perception. Et là, à moins qu'on communique. Lève le micro. Non, mais on peut pas toucher le micro parce qu'il marche plus. Voilà, lève-le un peu. Donc là, Didier, on n'a pas entendu ta réflexion. Non, il parlait d'une course. Non, j'ai dit qu'il y avait effectivement eu des tests de télépathie dans la marine russe et même dans la marine américaine pour communiquer entre le sol et les sous-marins. Oui. Et ça avait été fait, pas avec des dauphins, je ne sais pas, mais avec des humains, avec des jumeaux en particulier. Oui. Et ça n'a, je ne connais pas de résultat, hormis le naufrage du Kursk. Il y a d'autres questions? Est-ce que chacun, vous pourriez personnellement dire que vous ne croyez qu'à ce que vous prouvez? C'est-à-dire que vos croyances sont seulement quand les choses sont prouvées. Est-ce que vous pourriez dire ça, chacun? Chacun? Voilà, oui. Ça m'intéresse de savoir si vous ne croyez qu'à ce qui est prouvé. Vos croyances s'arrêtent que quand les choses sont prouvées. Voilà, la question. Moi, je peux déjà dire non, parce que je crois en Dieu, par exemple. Moi, je pense qu'il faut bien distinguer deux champs. Il y a un champ sur lequel, notamment le champ moral, où moi j'ai des convictions. Par exemple, pas basées sur le fleurs de bac, je pense des tas de choses. Est-ce que tant que c'est pas prouvé, vous n'allez pas y croire? Voilà, je veux dire quelque chose, c'est-à-dire est-ce que vous croyez finalement qu'il y a quelque chose qui peut rester d'un mystère? C'est-à-dire qu'il y a une part de mystère qui peut rester dans les choses qu'on ne pourra jamais prouver, peut-être qu'un jour, je ne sais pas. C'est-à-dire, je veux dire. Je vais répondre pour moi. Oui. Évidemment, il y a des choses qu'on n'expliquera pas. Et vous pouvez y croire quand même? Non. Non? Voilà, c'est ce que je veux savoir. Mais... Quand c'est pas prouvé, vous n'y croyez pas. Mais je l'exprime même pas comme ça, quoi. C'est-à-dire, je sais ou je sais pas. Voilà. Et quand je sais pas, ben, je sais pas. Et puis je vis très bien avec. C'est pas très difficile de vivre. On n'est pas forcé de croire ou de ne pas croire. On peut ignorer des choses, on en ignore tous, plus qu'on en sait, très probablement, et vivre très bien avec. Moi, a priori, tant que je ne sais pas si une chose est vraie ou pas vraie, j'ai une attitude de scepticisme, mais ouverte. Ça ne veut pas dire que je refuse, c'est pas un scepticisme, vous voyez ce que je veux dire? Je ne refuse pas ni d'en parler, ni simplement, quand je ne sais pas, je doute, et puis je vis très bien comme ça. Est-ce que vous ayez vous faire soigner par un magnétiseur? Mais un des grands bonheurs de cette expérience-là, c'est qu'on a pu voir bosser un magnétiseur pendant des heures. C'est-à-dire qu'on l'a vu 2 fois, c'était 2 fois plus de 4 heures. On a tous été utilisés plus ou moins comme cobayes, ça nous a montré comment il fonctionnait et tout. Et donc on a probablement une connaissance même de sa pratique, qui est meilleure que la plupart de ses clients. Et c'est intéressant ça, au niveau humain, au niveau... J'ai une petite remarque sur la question que vous avez posée, madame. Vous avez demandé aux conférenciers s'ils ne croyaient qu'il y a des choses qu'ils avaient pu prouver. Or, je serais tenté de dire qu'à partir du moment où on a pu prouver scientifiquement soit l'existence, soit l'inexistence d'un phénomène, il n'y a plus lieu de parler de croyance. La croyance n'a lieu d'être que pour ce qui n'est pas encore prouvé, ni dans un sens, ni dans l'autre. Le problème, c'est qu'il y a un tout petit biais en fait dans ce que vous dites, c'est que l'inexistence d'un phénomène, on ne pourra jamais la montrer. Vous ne pourrez jamais montrer... Dans le cas du magnétiseur, vous avez quand même montré qu'il n'y avait pas de relation de cause à effet entre ce qu'il percevait et la présence ou l'absence. C'est de là à conclure qu'il n'y a rien, ou chez un autre magnétiseur, il n'y a rien, ou dans une autre situation, ou sous l'eau, ou enfin... 1000 cas qui peuvent être développés qui pourraient... on ne pourra jamais conclure qu'il n'existe pas de magnétisme. Ou de télépathie. Et on aura beau, alors parfois quand même, comme on est des sceptiques, on essaie de positionner ce qu'on pourrait appeler un curseur vraisemblance. Au prorata du nombre de fantômes que j'ai vus dans ma vie, je positionne mon curseur à 0,01% de la possibilité qu'ils existent. J'exclus pas, je ne peux pas conclure 0. Le problème c'est que même dans ces cas-là où extrêmes, on dit bon, il y a très peu de chances que ça se passe,
on aura toujours des gens qui viendront présenter de nouvelles expériences pour dire mais si, j'ai enfin la preuve que dans tel contexte, ça va marcher. On va faire un test et on va aboutir à un résultat qui met pas en évidence le phénomène. On va leur dire bon ben merci, on est désolé. Ils vont revenir encore avec autre chose. Ça, on essaie de donner des noms un peu pimentés à ces biais-là. On appelle ça l'effet canard de bain en plastique. C'est-à-dire vous avez beau à chaque fois enfoncer le canard, il remonte d'un autre côté. Vous voyez, à chaque fois vous aurez beau essayer de le plonger, il va rejaillir d'un autre bord. On ne pourra jamais conclure qu'une capacité n'existe pas. Par contre, on peut prouver qu'elle est vraie. C'est tout ce qu'on peut faire. C'est déjà pas mal. Ouais, moi je disais ça en repensant à des cours de philo internes qui s'interrogeaient sur l'utilité de prouver ou non l'existence de Dieu, pour reprendre la croyance de Mademoiselle Fabre. Et qui disait ça ne sert à rien de chercher à le prouver ou pas. Les gens croient ce qu'ils ont envie de croire. Si on arrivait à prouver par exemple que Dieu existe, ça anéantirait du même coup toute croyance. On pourrait qu'il existe, bon, il existe, point, ça deviendrait un fait. Ça ne serait plus du domaine de la croyance. Sur l'inverse de ça. Je ne sais pas si c'est bien clair ce que je dis. Bon, je pense que le problème, c'est qu'actuellement, il y en a beaucoup qui considèrent que c'est un fait. On essaye de... Moi, enfin, je suis chargé de cours à l'université, je fais des cours de zététique, je fais des cours d'esprit critique, je fais des cours de démarche scientifique appliquée à des phénomènes de ce type. Et je prends toujours soin au début de bien préciser que le mot croyance, c'est ce que j'essayais de dire tout à l'heure, il y a deux sens au mot croyance. Il y a les croyances qui sont des actes de foi. Je pense que c'est à ça que Madame voulait se référer. C'est ce qui ne nécessite pas de preuve. On n'a pas besoin de preuves pour croire en Dieu. Et c'est l'affaire de chacun. Par contre, on n'ira pas imposer sa croyance à quelqu'un d'autre, parce qu'on n'a pas d'argument fort pour le faire. Et donc, je pense que Géraldine n'ira pas m'imposer à moi une croyance qu'elle a en Dieu. Par contre, à côté de ça, il y a des adhésions. Et on va plus ou moins adhérer en fonction du taux de preuve qu'il y a. Je veux dire, si je choisis pour me soigner d'une pathologie précise un médicament, je vais choisir le médicament qui est le plus efficace dans mon cas. Je vais essayer de prendre le meilleur pour moi. Et donc, je vais demander des preuves qui étayent ça. Et donc c'est vraiment deux champs bien différents, les croyances comme acte de foi, et on peut très bien vivre avec ces croyances-là et avoir quand même une démarche à côté, tout à fait rationnelle et scientifique sur des choses qui nécessitent comme ça des preuves. Quand on dit ça marche, en fait on se retrouve automatiquement dans la science. Or sur Dieu, on ne dit pas ça marche. Quoi. On dit il est, voilà, il croit ou il ne croit pas, c'est l'affaire de chacun. Joël, une question. Pour moi, je voudrais recentrer un peu vos préoccupations. Ça veut dire que, en plus, je trouve que c'est très sain, et vous me l'avez dit tout à l'heure, finalement, vous n'avez jamais rien expliqué pour la bonne raison que vous êtes toujours trouvé à l'étape précédente à avoir démontré l'inobservabilité du phénomène, ce qui vous met à l'abri de toute recherche de preuve ontologique ou bien de savoir s'il y a une explication psychosomatique de l'efficacité du médicament. Mais je trouve que c'est le rôle de cette discipline. Dans la mesure où on n'arrive pas à observer de façon très objective que le phénomène existe, ben du coup, disparaît l'obligation d'expliquer quoi que ce soit, puisqu'il n'y a rien à expliquer. Et je crois que si bien compris, c'est ça votre approche. Il y a des cas où ça doit exister, non? Oui, c'est ce que je voulais dire. Il y a des cas où les phénomènes ont été observés. Ah bon? Alors, je vais vous prendre un cas. C'est vrai que vous avez dit qu'on n'a jamais rien de... On en est resté au stade où l'observation ne donnait rien. Nous. Pour le magnétisme. Ouais. Ah d'accord. Alors, il faut s'entendre sur ce qu'on veut dire par observer. Qui n'est pas la même chose. C'est pas parce qu'on fait des choses qui existent et qu'on ne peut pas observer. Je vais vous prendre un exemple. Un exemple typique, c'est le rêve, par exemple. Voilà. On rêve tous, et on n'a jamais réussi ni à enregistrer un rêve, ni on a réussi à déterminer grosso modo quelle est la phase de sommeil dans laquelle le rêve a lieu. Mais bon, voilà. Et pourtant, un rêve, ça existe, on en fait, on est capable de les raconter, enfin, dans un certain nombre de cas. Moi, je m'étais penché, par exemple, sur un truc dont vous avez peut-être entendu parler, c'est les voyages astraux, ou les out-of-body experience. Moi, je travaillais sur un dossier là-dessus, et coup de chance, je ne suis pas sûr que ce soit que de la chance, mais voilà, pendant que je travaillais là-dessus, j'ai fait un voyage astral miraculeux. J'ai pu vérifier que ce que j'étais en train d'écrire était près de la vérité ou pas.
Voilà. Typiquement, le voyage astral, cette sensation-là, c'est cette sensation, alors pour ceux qui ne connaissent pas, c'est cette sensation d'avoir une espèce d'enveloppe éthérée, si vous voulez, une espèce de copie, pas une copie du corps, hein, vous sortez de votre corps, en fait, et vous planez au-dessus du lit, et vous allez vous balader dans le reste du monde. Voilà. On sauver quoi pour ça? Pardon. Ce soir-là, rien. Non, mais attendez, les gens racontent ça. Les gens racontent ça. La vraie problématique, alors après, il y a tout un tas de, si vous voulez, il y a tout un tas d'adhésions, justement, il y a tout un tas de croyances qui se répètent là-dessus. La croyance en l'existence d'une âme. Bon. Nous, en tant que zététiciens, on se pose la question de savoir si, la sensation existe vraiment, ou si on est vraiment que dans l'ordre de la fabulation, d'accord, hein, et deux, si on part du principe qu'elle existe, est-ce que ce déplacement, il se fait dans le monde réel, ou est-ce que ça reste quelque chose d'onirique, qui se passe au niveau du cerveau, et puis seulement du cerveau, et est-ce que c'est simplement une représentation du monde réel, d'accord? Voilà, ça c'est typiquement quelque chose sur lequel j'ai travaillé. Je peux vous dire que la sensation existe. Les hypothèses explicatives de cette sensation, il y en a plusieurs, et je peux vous dire que l'ensemble des expériences qui ont été mises en place jusqu'à présent n'ont pas pu montrer que le déplacement, qu'il y avait effectivement le déplacement dans un monde qui était le monde physique réel tel qu'on connaît. D'accord? Donc ça se passe dans le cerveau, clairement. La sensation, elle existe. C'est un rêve, c'est un rêve très particulier. Enfin, c'est quelque chose qu'on peut aisément discerner. Hein. On n'a pas d'explication dessus. Hein. On n'a pas d'explication. C'est quelque chose qui a été observé, qui a été... on a des témoignages, on a tout un tas de trucs, il y a du travail sérieux qui a été fait dessus. On n'a aucune explication. Tout ce qu'on sait, c'est qu'effectivement, il n'y a pas de balade dans le monde réel. Et il y a des produits qui génèrent la même chose. Il y a des produits qui génèrent la même sensation. Il y a un certain nombre de produits, oui, évidemment, qui permettent de générer ça. Mais pas toujours. Mais c'est peut-être pour ça que j'en ai fait qu'une, d'ailleurs. C'est lié au digestif de tout à l'heure. Et comment ça s'étudie, ça, de façon... Un exemple de protocole simple, si effectivement vous pensez que vous sortez de votre corps, il y en a peut-être parmi vous d'ailleurs, est-ce qu'il y a des gens qui sortent de... J'avais plus cette sensation. Moi je sors de mon bain, de mon corps. Parce qu'il y a des gens qui ne sont pas là en fait et qui sont sortis de leur corps pour venir. C'est quoi votre exemple? Parce qu'il y a des gens qui rêvent qu'ils sont là. Alors oui, un type d'expérience qu'on peut mettre en place très simplement. Quand on se couche le soir, il fait noir, vous demandez à votre épouse, votre enfant, enfin qui vous voulez, d'aller cacher un objet quelque part dans un coin. Et puis ensuite, si vous sortez de votre corps, vous allez essayer de découvrir cet objet. Le matin, vous allez vérifier si vous avez eu juste ou pas. Sachant qu'il ne faut pas le faire avec des objets trop... il ne faut pas être dans le trivial, un truc... Voilà, ce qui serait bien, c'est que ce soit un objet un peu insolite et difficile. Bon, maintenant, une des questions aussi, c'est imaginons que ce soit effectivement l'environnement réel dans lequel on se promène, est-ce qu'on peut interagir avec? Donc on va essayer de déplacer un objet, vérifier le lendemain, sinon. Autour de ça, on peut construire des protocoles liés. On a un exemple sur Internet d'une dame qui s'appelait Evelyne Cheney, qui a mis en place des protocoles absolument extraordinaires là-dessus. Donc elle avait mis en place un système à base de Lego, avec deux espèces d'aiguilles, si vous voulez, en fait c'était des barres de Lego, et dessous un moteur, caché par une boîte, et deux boutons qui déclenchaient la rotation des moteurs. Donc elle avait mis des index, nord, sud, est, ouest, et quand elle éteignait la lumière, elle appuyait sur les boutons de ces deux moteurs, elle les positionnait donc, dans le noir total. Et puis ensuite, elle sortait de son corps et elle allait soulever les boîtes avec son corps éthéré et elle essayait de retenir le positionnement des deux index. Et puis quand elle se réveillait, elle allait vérifier. Et donc la première nuit, elle fait ça et elle a fait. Voilà. Enfin, je sais pas, il y avait un index qui montrait le nord, le sud et elle. Voilà. Et en fait, c'était est-ouest. Voilà. La deuxième nuit, alors ça c'est un phénomène qui existe aussi et qui est l'angoisse des gens qui font ce genre de truc. La deuxième nuit, elle fait son voyage astral, elle soulève les boîtes, elle voit, je sais pas, est-ouest, mettons, et puis elle se réveille, elle soulève les boîtes, et c'est est-ouest. Et elle se dit, soit coup de bol, soit, en tout cas elle se dit, ça y est, enfin un résultat positif. Voilà. Et c'est à ce moment-là qu'elle s'est véritablement réveillée. C'est-à-dire qu'en fait, il y a un syndrome que vous avez tous vécu, c'est le syndrome du faux éveil, c'est-à-dire qu'elle a rêvé qu'elle s'était réveillée. Vous voyez ? Il y a certains d'enfants qui font pipi au lit dans ce cas-là, par exemple.
Et donc elle a rêvé qu'elle s'était réveillée et qu'elle était très contente d'une performance qu'elle n'avait pas encore réalisée. Voilà un exemple de protocole mis en place par une personne toute seule, chez elle, avec 2 moteurs Lego, et qui commence à ressembler à véritablement une expérimentation scientifique. Parce que c'est de la bulle, elle ne sait absolument pas comment sont positionnés les index. Là, le positionnement des index est aléatoire, on commence à être dans du protocole un petit peu élaboré. C'est relativement simple à mettre en place, et ça permet tout seul de se rendre compte si effectivement... pardon ? D'expérience. Ah bien sûr, mais... Il ne faut pas une ou deux. Hein. Ah non, mais évidemment. Mais on peut se permettre, même si on fait un voyage astral toutes les 10 nuits, à partir du moment où on est célibataire et qu'on n'a pas de sortie prévue le soir, on peut se faire ça sur 3 ans, je veux dire, rien n'empêche. Il faut décider aussi qu'est-ce qu'on considère comme un cas, comme un succès d'expérience ou comme un échec. À partir de quelle orientation des moteurs. Ok, c'est bon, ça correspond à ce que j'ai prévu. Oui, bien sûr. Là, elle n'a pas un nombre d'essais très significatif. Je le cite simplement parce que c'est une initiative personnelle d'une dame qui n'a pas de formation scientifique au départ. Et disons que c'est quelque chose qui est assez... qui est simple. C'est pas techniquement très très compliqué. Et finalement, c'est la zététique, sans qu'elle le sache. En fait, vous avez un peu répondu à ma question d'avant. Je voulais savoir si un zététicien était forcément un scientifique de haut vol. Je ne sais pas. Moi, j'ai un bac littéraire en fait à l'origine. Ça fait pas des scientifiques de haut vol de bac littéraire. Parce que je vois vos profils et quelque part, je me dis que c'est pas accessible à tout le monde de mettre en place une démarche zététique. Et c'est aussi des fois la raison pour laquelle on peut manier facilement les foules en faisant croire des choses, parce qu'elles ne sont pas toutes capables. Les gens ne sont pas forcément capables de mener ce raisonnement. Le drame, en fait, c'est que même en étant scientifique, ça ne veut pas dire qu'on est scientifique de haut vol, déjà, malheureusement. En plus, les scientifiques ont coutume de travailler avec une nature qui est... souvent zététique, on dit la nature, elle est sûre. On sait que si on prend un objet et qu'on le lâche sur Terre, il tombera. Ça, on est certain. Quand on travaille sur un matériau un peu plus mou, comme celui des gens, qui croient et qui ont des envies, des peurs, c'est beaucoup plus difficile de conclure sur ça. Et surtout, les scientifiques, derrière leur compte, c'est aussi des gens. Voilà. Ce qui fait qu'on peut voir des scientifiques aussi croire en certaines choses. La validité des arguments d'un scientifique, enfin, comment dire, c'est pas parce qu'une personne est par des titres scientifiques qu'elle sera moins crédule que vous et moi. Hein. Ça, c'est clair. Et on s'aperçoit même d'ailleurs que les taux d'adhésion à des thèses bizarres ne sont pas du tout corrélés au niveau d'études des gens. Et dans notre association, la preuve en est, c'est que beaucoup de zététiciens... On n'est pas... Zététicien, c'est pas un titre. C'est juste la méthode. Vous dites, tiens, bah, on me dit que ça c'est vrai, je vais juste essayer de mettre en place un petit truc pour tester. Quoi. Et je ferai attention à tous les paramètres qui valideront ou pas ma croyance après. Et il y a des gens qui sont graphistes, il y a des gens qui sont tout, psychologues. Il n'y a vraiment pas besoin d'un outillage important, surtout que les outils de la zététique, finalement, c'est des outils qu'on n'apprend pas à l'école, ni même dans les études scientifiques. Donc, c'est juste l'histoire qui fait ça, quoi. C'est juste l'histoire qui fait qu'on est des scientifiques en majorité pour l'instant. Il me semble que dans l'interprétation des expériences, il y a un minimum de connaissances en statistique, quand même. Ça s'apprend vite, mais ça s'apprend vite. Oui, mais bon, c'est pas enseigné dans le secondaire. Hein. Je peux vous dire que je suis très mauvais en statistique. Et que j'ai vous faites appel à ceux qui. Voilà. Voilà, tout simplement. Je pense que chacun ne travaille pas tout seul dans son coin. Moi, je voudrais quand même revenir sur peut-être des trucs un petit peu plus simples. Moi, je voudrais que vous parliez un petit peu enfin, je pense qu'il y a des démarches qui consistent à montrer qu'il n'y a pas de surnaturel, qu'en réalité, ce qu'on prend pour du surnaturel est naturel. Enfin, moi, j'ai entendu Brock parler de la marche sur les charbons ardents. Ça me paraît une expérience de démonstration que ce que des gens interprétaient comme quelque chose de surnaturel, c'est-à-dire de supporter la chaleur des braises, était tout à fait possible puisque lui l'avait fait. Enfin, donc c'est ce que je pense. Donc si vous voulez, c'est un petit peu plus. Enfin, je pense que son expérience avait l'intérêt, je pense, assez démonstratif vis-à-vis du commun des mortels. C'est un intérêt, mais c'est pas un intérêt suffisant, je dirais. Si on arrive à recréer le phénomène, vous avez un type qui vous dit, moi je peux faire ça, là. Et vous savez, moi j'arrive à faire exactement la même chose par un procédé connu. Là, rationnellement, on doit se dire,
l'hypothèse que ce soit cette explication-là, physique ou chimique, bricolée, est moins coûteuse que l'hypothèse d'un monde en dehors, surnaturel, qui régirait ça d'une façon un peu plus compliquée. Ça sert à ça, ça sert à dire attention, l'hypothèse paranormale n'est pas celle à privilégier peut-être. C'est peut-être pas la plus simple. Donc recréer le phénomène par une méthode physique, ça permet ça. Mais c'est pas pour autant qu'on ne trouvera jamais quelqu'un qui est capable de marcher sur les braises par la force de sa pensée. On ne pourra jamais conclure sur ça. Il faudrait tester tous les êtres humains de cette planète et les faire marcher sur des braises. Je suis pas sûr que tout le monde soit d'accord pour le faire. Est-ce que le paranormal n'est pas en fait le normal pas encore expliqué? C'est-à-dire que j'entends par là. Disons qu'au XIXe siècle, un écrivain britannique a écrit un livre qui s'appelait Le naufrage du Titan. Et quelques décennies plus tard, un fameux bateau, Titanic, coulait dans des conditions similaires à celles de ce livre. Hergé a écrit une fameuse BD, a dessiné une fameuse BD où le héros, Tintin, se rend sur la Lune à bord d'une fusée. Nous avons aussi un grand auteur qui a écrit 20 milieux sous les mers, où il décrit un sous-marin qui fonctionne avec une énergie lumineuse, et qui a écrit un autre livre un petit peu plus troublant, qu'il a intitulé De la Terre à la Lune, où il décrit le décollage d'un engin spatial depuis un petit village situé près de Cap Canaveral, au Nouveau Monde. Est-ce que, quelque part, quand on parle de ces voyants, de ces personnes qui ont des capacités extra-lucides, est-ce que quelque part, c'est pas une façon d'expliquer quelque chose qu'on ne comprend pas très bien, c'est-à-dire la capacité du cerveau humain à aller plus loin que le simple endroit où il est? C'est-à-dire, je ne parle pas de quoi que ce soit de surnaturel, mais tout simplement des précurseurs, de personnes qui sont capables de se projeter intellectuellement au-delà des limites de leur époque. Est-ce que, finalement, le paranormal, ce n'est pas dire ce phénomène n'est pas explicable parce qu'on n'a pas encore découvert comment ça fonctionne? Je commence, mais ils continueront. Alors, la personne qui a écrit le livre sur le naufrage du Titan était un ancien marin qui était très au courant des dossiers maritimes de son époque. Et quelques années avant qu'il écrive son livre, il y avait eu parution d'une notice technique un peu plus compliquée d'un bateau qui allait devoir être construit et dont les caractéristiques techniques étaient grosso modo celles des bateaux de l'époque. Donc ce qu'il a décrit dans son livre, c'est les caractéristiques d'un bateau réaliste. Parce qu'on ne va pas tout d'un coup se mettre à créer un bateau complètement différent des autres. En plus, à l'époque, il y avait une espèce de surenchère dans les noms qui devaient tous être un petit peu grandissimes, et à peu près tous les noms étaient pris sauf celui de Titanesque. Donc Titanic, c'était à peu près le nom sûr qui devait arriver à la suite. Donc en fait, c'était pas tellement un visionnaire que quelqu'un qui était bien au courant des techniques de l'époque. Donc après, ça a été vu comme quelque chose de visionnaire, mais non. Et pour Jules Verne, il me semble que ce qu'il décrit dans ses livres, c'était à peu près les questions qu'on se posait dans les journaux à l'époque. C'est extrêmement intéressant ça, parce que moi j'appellerais ça plutôt de l'épistémologie à rebrousse-poil. On a tendance à aller chercher dans l'histoire les choses comme ça qui valident des nouvelles théories. Le Nautilus existait déjà au moment où Jules Verne a écrit son truc. Le capitaine Nemo, c'était pas exactement son nom, mais enfin, c'était contemporain de son époque. C'était des journaux qui étaient sortis. Je crois que le sous-marin qu'il a copié était sorti 5 ou 6 ans avant. Il n'a vraiment rien inventé. Comparer aussi les premières fusées qui ont été envoyées et la date de sortie du On a marché sur la Lune de Tintin, on serait surpris, je pense. On a tendance comme ça à relire à rebours et à se dire waouh, mais c'est dingue comme ils ont pu le percevoir. De se dire, de situer le lancement d'une fusée au niveau de Cap Canaveral ou sur une ligne proche de l'équateur, c'est une connaissance. Enfin, tous ceux qui ont imaginé un jour lancer quelque chose depuis la Terre, et ça remonte à 2500 ans, ils sont tous dit que ça valait mieux le lancer là, parce qu'on a un certain gain de vitesse quand on est sur l'équateur. Quand on
c'est le principe de, je sais pas moi, La fronde. quand on tourne dans un tourniquet, on a tendance à aller plus vite quand on est sur l'extrémité qu'au milieu, vous voyez. Et on a un gain certain. C'est pour ça que tous les spots de lancement des fusées sont situés proches de l'hélicoptère, c'est pour avoir ce petit gain là, qui est de l'ordre de quelques kilomètres par seconde. Et c'est pas extraordinaire de. Enfin, moi, j'écrirai un livre là-dessus, je le positionnerai par là, même si j'avais écrit ça au XVe siècle, c'est clair. Donc on a tendance à relire à rebours pour se dire, ah mais vous voyez, il y avait des précurseurs, mais parce que ça nous plaît, on a envie de penser qu'il y a des gens qui sont précurseurs. On aimerait, mais bien sûr qu'il y en a, il y a des gens qui ont des intuitions fortes, et pouf, et puis on se rappelle de ceux pour qui ça a marché aussi. C'est ça aussi le trick en fait, c'est que pour tous ceux pour lesquels ça n'a pas marché, il y a des gens qui avaient des théories extraordinaires, qui ont foiré lamentablement, on les a oubliés, ils ne sont pas dans les livres. Ce qui fait qu'on ne peut pas comparer le groupe de gens qui avaient des intuitions bonnes et des gens qui ont eu des intuitions mauvaises. J'espère que ça répond un petit peu à votre question. En tout cas, une analyse historique des faits est suffisante pour comprendre pourquoi ces gens-là ont écrit ça. Hein. Vraiment, comme je le disais. En 2000, on peut tous se promener en soucoupe. C'est vrai. Le nombre de personnes qui pensaient qu'en l'an 2000, on se baladait tous en soucoupe volante. Et puis, il y a encore des Renault 12, quoi. Des Gordini, c'est Camille, des Solex, des doublés. D'autres questions? Je voulais connaître votre position face à l'astrologie. Parce que je pense qu'avec votre raisonnement, il est assez facile de démontrer que c'est pas très rigoureux, quoi. Seulement, vous avez toujours des millions et des millions de gens qui lisent leur horoscope et qui y croient. Voilà, c'est ce que vous dites est vrai, madame. L'astrologie et l'horoscope, c'est deux choses différentes. L'horoscope, c'est un phénomène social. Bon, l'astrologie aussi. mais il y a une théorie qui la sous-tend. Et je lis mon horoscope, et je crois pas à l'astrologie. Et donc et je pense qu'il y a certains astrologues qui ne lisent pas leur horoscope dans tous les 7 jours. Donc c'est pas deux phénomènes qui se recouvrent. L'astrologie, c'est vraiment délicat parce que y a des gens que ça réconforte dans leur vie. Nous, ce qu'on essaye de faire dans notre association, en tout cas, c'est d'essayer de toujours prendre en compte l'impact social de la chose. Par exemple, quand on se retrouve vis-à-vis d'une voyante, parfois certains voyants ont des rôles sociaux forts dans leur village, dans leur quartier et tout. Et aller les emmerder, est-ce que ça rend vraiment service aux gens? Ça, c'est la première question qu'on se pose. Par contre, après, si on se pose la question purement scientifique, l'astrologie, il y a un panel de 25 ou 26 arguments qui servent à montrer que la base théorique de l'astrologie, telle qu'elle a été posée à l'époque par Ptolémée, au IIIe siècle, bon, là, il y a eu plusieurs variantes depuis, elle est fausse. Elle est vraiment fausse. Après, l'argument suivant de l'astrologie, c'est de dire mais les astres ont une influence sur nous à la naissance qui conditionne notre vie ensuite. Là-dessus, il y a, je sais pas, je vais peut-être vous présenter 2-3 arguments, mais qui peuvent servir à montrer que ce sera très dur que tout ce qui est apporté pour l'instant à l'appui de ça n'est pas valable. Je pense à 2000 et quelques années, parce que vu que Ptolémée a écrit ça il y a presque 2000 ans, ça nous fait un décalage qui est presque de l'ordre du 10e, vous voyez. Et finalement, quand on est dans la projection, finalement, du signe qui est précédent, de celui duquel on est... Moi j'ai compris, il y a une petite machine qui sert à calculer ça maintenant, j'ai compris que j'étais non pas Capricorne, mais Sagittaire. J'étais désespéré parce que j'avais acheté tous les trucs en bois. J'étais désespéré. J'ai dû me refaire une panoplie après. Et ça change la vie. Il y a d'autres choses aussi. Par exemple, monsieur, vous parliez tout à l'heure du curseur, là, vous savez, de l'expérience des sorties de corps, que la précision doit être importante. Quand on dit les astres ont une influence sur nous à la naissance. La naissance, ça dure longtemps. Il y a des gens pour qui c'est difficile. La naissance, ça dure 1 heure, ou 2 heures, ou 3 heures. Est-ce que l'influence, elle est au moment de la naissance, ou au moment de la conception, tout au long de la grossesse, de la gestation? Est-ce que les cases astrologiques sont toutes de la même taille? C'est pas le cas. C'est pas le cas. Le scorpion, c'est tout petit, par exemple. Normalement, il devrait y avoir moins de scorpions que d'autres signes. Bon, c'est pas le cas non plus. Il y a un 13e signe qui n'a jamais été compté, parce que ça ne collait pas au chiffre 12, qui a fait un nombre 12, quelque chose quand même, qui a une histoire, et ça tombait bien de faire coller au 12, mais il y a un 13e signe qui s'appelle le serpentaire, Ophiuchus,
Mais ça mange personne d'être Ophiuchus, en fait. Je ne la connais pas. Et il y a plein de malades, tu connais? T'es Ophiuchus? Je ne savais pas. Je suis ému, c'est dingue. Un jour, je rencontrais une serpentaire. Ça porte malheur, hein. 13-6, ça porte malheur. Et tu dis? Elle est née le 13, donc c'est effrayant. Et donc ce qui fait que la théorie de l'astrologie, elle est vraiment fortement discutable. Maintenant, il y a beaucoup de gens qui ça les aide dans la vie. Je n'irai pas jusqu'à dire qu'il faut tout jeter à la poubelle, mais je pense qu'il y a d'autres moyens, en tout cas, d'investiguer sa propre vie et faire ses choix dans la vie que l'astrologie. Je pense que c'est pas le meilleur moyen, en fait. Ça a une tendance un peu aussi à déresponsabiliser et à mettre à la merci des gens qui, comme Elisabeth Tessier ou d'autres, s'en servent de manne d'argent assez importante. Quelle est l'influence des sectes, enfin des relations avec les sectes? Parce que bon, l'astrologie, ça pourrait être considéré comme tel. Enfin, c'est manipulable, les gens sont influencés. Les sectes sont aussi des zones qui influencent les gens. C'est quand même... Ça peut être grave, ça, je vais dire. Tu veux pas répondre là-dessus? Il faut faire attention avec les sectes. Il y a aussi des sectes qui utilisent la science. La scientologie, c'est très très... donc c'est pas parce qu'une secte utilise une pratique donnée que ça invalide la pratique en question. Enfin, il faut pas aller aussi vite que ça. Par contre, quand c'est le cas, ça mérite d'être dit. C'est-à-dire, attention, quand vous êtes dans ce type de pratique-là, il n'est pas impossible que... Enfin, en tout cas, on sait qu'un certain nombre de sectes utilisent cette pratique-là, donc méfiance. Ça, c'est quelque chose qu'on fait. Il y a tout un tas de choses qui sont utilisées par les sectes. Ça va de la nourriture, qu'on s'appelle l'instinctothérapie, par exemple, vous avez entendu parler de ça, le manger cru. Donc ça, c'est un truc qui est classé comme secte. Ah, effectivement, des choses autour de la divination, des choses autour de miracles, il y a des gourous qui font des miracles, tout un tas de choses autour des sectes. Les médecines alternatives aussi, effectivement. On connaît très bien, nous, les associations qui travaillent avec les sectes. Le problème, c'est que dans les sectes, il y a vraiment des... quand on est en contact avec quelqu'un qui potentiellement est embarqué dans une secte, à ce moment-là, on n'est plus dans la zététique, l'étude expérimentale et tout. La problématique, elle devient vraiment personnelle, sociale, et là, on n'est plus du tout des experts. Donc, on a de très bons contacts avec des associations spécialisées dans la défense des droits de la famille, dans le soutien aux victimes de sectes. Et donc, on séduit les uns les autres les gens en fonction de ça. On peut, évidemment, si une secte a une allégation particulière, de type paranormal, travailler sur ce point-là très précis. Ça, c'est quelque chose qu'on peut faire. Quand il y a un miracle allégué par quelqu'un, que ce soit une secte ou mon voisin, ça ne change pas grand-chose. On est aussi un petit peu dans ce champ-là parce que, justement, on se penche, les gens comme Richard, notamment qui font de la recherche, se penchent sur cette problématique de savoir, croyance, adhésion à des thèses. Et donc on a des adhésions fortes dans les sectes, évidemment, à des thèses qui peuvent être dangereuses, farfelues, voilà tout ce qui est... J'aime bien les anecdotes, alors est-ce que vous en avez d'autres, comme celle du magnétiseur? Dans un autre domaine, par exemple, vous avez été confronté à des problèmes de télékinésie, est-ce que vous en avez rencontré, des gens ont prétendu, ils ont demandé d'observer un phénomène et... Si vous voulez une anecdote, il y en a une que on tenait à tout prix à caser ce soir, je vais vous la raconter. C'était pas préparé. Par contre, j'ai pas retrouvé la référence, donc, mais je m'engage à la retrouver, et si quelqu'un me contacte par mon contact, je pourrais lui la faire passer. C'est un communiqué de presse qui racontait qu'un sorcier en Afrique vendait une potion qui rendait invincible. En fait. Et donc, un de ses clients étant dubitatif, il a lui-même interprété sa potion, et il a tendu un revolver, il a dit allez-y. Et le client a tiré et le sorcier est mort. C'est le degré zéro du protocole expérimental. En même temps, c'était clairement pas un charlatan. Quoi. Alors sur la télékinésie. À l'observatoire, on n'a pas eu de cas comme ça pour l'instant, si vous en connaissez. On a eu un cas de télékinésie? Les pyramides. Ah oui, les pyramides. Les pyramides. Oui. Alors c'est parti, je crois, à l'origine sur un forum
un internaute qui a posté une vidéo où on voyait une pyramide en aluminium qui était suspendue au plafond. Et en positionnant ses mains sous la pyramide, il arrivait à la faire tourner dans un sens prédéfini, dans un sens, alors 3 tours dans un sens, puis 2 tours dans l'autre, etc. Voilà, exactement, on n'a pas de pyramide là. Donc on a été assez surpris par cette vidéo, on a essayé de reproduire le phénomène, donc on a reproduit la pyramide, il nous avait donné les plans, on l'a suspendu de la même manière au plafond, et en fait on s'est rendu compte qu'avec le simple courant d'air qui circulait dans les mains, on arrivait à faire tourner comme ça la pyramide. Donc on voyait très bien d'ailleurs sur la vidéo postée par l'internaute qui déplaçait légèrement ses mains de façon à orienter le flux, faire tourner la pyramide dans un sens ou dans un autre. Donc là, c'était un phénomène qui a priori avait l'air inexplicable, ou inexpliqué, mais qui n'était pas inexplicable. Donc finalement, on a trouvé une explication physique, ce qui ne veut pas dire qu'il n'avait pas de don de psychokinèse, mais c'est moins vraisemblable en tout cas. Le déplacement des objets par la pensée, ça a été une chose assez récurrente dans les âges. Et Henri Brock s'amusait à faire une courbe où il mettait en abscisse les années et en ordonnait la prétention des gens qui disaient, et ça se traduisait en termes de poids, c'est-à-dire qu'au début, vers 1850, on postulait que les statues de l'île de Pâques avaient été déplacées par le prana des Polynésiens, c'est une espèce de l'équivalent du ki, ça aurait servi à déplacer des masses de plusieurs tonnes. Et au fur et à mesure que l'investigation scientifique a été de plus en plus poussée, en fait, les phénomènes sont devenus, c'est passé à des déplacements de montres, avec des cas comme Palladino, ou des cas comme, comment s'appelle, Madame Boulazina Geller avec ses cuillères. Et maintenant, certains prétendent pouvoir dépasser certains micro-quartz. Mais voilà, c'est-à-dire que la courbe, les phénomènes deviennent de plus en plus évanescents au fur et à mesure que la technicité des tests sont là. Ça semble, donc on ne peut pas conclure, ça n'existe pas, hein, mais ça semble peu probable qu'un jour on arrive à mettre la main sur quelqu'un qui arrive à déplacer un objet par la simple force de sa pensée. On aimerait bien. Est-ce qu'une des techniques que vous testez donne... Est-ce que un des sujets que vous testez donne des résultats probants? Est-ce que c'est tout On peut répéter la question. Est-ce qu'ils ont obtenu des résultats positifs? Sur un des... Voilà. Ou est-ce que jamais rien? Mais il y a eu... Alors, nous, non. Nous, non. Au laboratoire de zététique à Nice, où je travaille, Henri Brock a passé un temps assez conséquent à l'investigation sur des prétentions comme ça, et notamment dans le cadre d'un truc qui s'appelait le prix défi, que peut-être certains ont ouï dire. Il s'agissait d'une somme d'argent qui était promise, à quiconque viendrait faire la démonstration d'un phénomène comme ça, qui serait inexpliqué par la science. Et il y a plus de 260 personnes qui sont présentées sur un espace de 10 ans, et à chaque fois avec un montage de protocole ou parfois même pas, quand la personne venait montrer son don et l'explication était déjà connue. Et il n'y a eu aucun cas non expliqué. Donc même au labo de zététique, il n'y a pas de cas. Maintenant, il y a d'autres organismes qui prétendent que certains phénomènes sont démontrés. Notamment, il y a un organisme qui s'appelle l'Institut Métapsychique International, qui prétend que la parapsychologie existe et qu'ils en ont fait la preuve. Le problème, c'est que leurs tests sont toujours très discutables et à chaque fois ils arguent du fait que, étant donné que ce sont des phénomènes qui sont hors du cadre interprétatif classique, les outils qu'il faut employer sont différents. Et on veut dire par exemple que si nous sommes là pour refaire l'expérience, par exemple, le fait qu'on soit des gens sceptiques ou qui n'ont pas d'a priori, va jouer sur le cadre et il n'y aura pas de phénomène. Alors on leur dit mais normalement la nature elle est sûre, c'est-à-dire que si le phénomène il existe vraiment, que j'y crois ou que j'y crois pas, le truc tombera et on n'arrive pas à en démordre, notamment sur des problèmes comme ça de méthodologie.
jusqu'à preuve du contraire, en tout cas avec les moyens classiques du bord, je dirais, il n'y a rien qui puisse être à l'appui de l'existence d'un phénomène paranormal type. Maintenant, des résultats positifs, on en a eu. La pyramide, c'est un exemple. Je veux dire, quand on a vu la vidéo, ça pouvait être tout à fait truqué, que la pyramide, ce soit, j'en sais rien, une animation. Et puis quand on a mis la main sous la pyramide, elle a tourné. Donc ensuite, là, non, mais ce que je veux dire, c'est que là, on n'est pas resté au stade de l'observation, comme dans Quasimodo. On a observé, et puis on a observé quelque chose. Donc voilà. Ensuite, on a essayé de déduire une hypothèse. Donc il y avait l'hypothèse de l'induction, liée notamment à la différence de température. On a 2 degrés, je crois, 3 degrés entre la paume de la main et le bout des doigts. Donc rien que ça, c'est générateur de moyenne induction aussi naturelle. Pour la mettre en évidence, pour vérifier cette hypothèse-là, on a utilisé des bâtonnets de non-sang, parce que c'est une fumée très fine et en même temps très compacte, qu'on a positionné sous les mains, et là on a pu visualiser et filmer le flux d'air, son orientation, sa vitesse, avoir une idée de sa vitesse, enfin, en tout cas des variations de vitesse. Et on a pu montrer que le flux d'air et la vitesse du flux d'air influaient directement sur la rotation de la pyramide. Et donc voilà, là on peut dire que le résultat était positif. Ce qu'on a invalidé, c'était ce qu'on a invalidé. On n'a pas invalidé l'hypothèse psychokinétique d'ailleurs. On a simplement mis une hypothèse qui est plus vraisemblable en face de ce phénomène qu'on a reproduit dans les mêmes conditions. Voilà. Alors je ne sais pas si vous considérez vous que c'est un résultat positif. Non. Je sais. Comment vous expliquez l'hypnose? C'est une des questions les plus vastes du domaine en fait. Il y a alors déjà, pour faire très rapide, il y a deux hypnoses. Il y a l'hypnose médicale et il y a l'hypnose de spectacle, l'hypnose de foire, qui sont 2 choses complètement différentes. Et donc il y a les 2 utilisent des phénomènes de suggestion, d'accord? Mais c'est pas du tout les mêmes, et pas du tout selon les mêmes principes. En clair, vous avez peut-être déjà vu des gens tenir raides entre 2 chaises, on leur met un parpaing sur le ventre en casse avec une masse. Ça, c'est ce qu'on fait, nous, pour introniser les nouveaux membres à l'Observatoire zététique. Et sans hypnose. Ça, c'est du spectacle. Ça, c'est pas d'hypnose. Par contre, c'est vrai qu'il y a des gens qui sont allergiques à certaines anesthésions. Par suggestion, on arrive à les mettre dans une espèce d'état de second, et on arrive donc à les opérer avec des doses d'anesthésion qui sont moindres. Donc l'hypnose médicale, si vous voulez, c'est quelque chose qui peut fonctionner dans un certain nombre de cas, qui a ses limites, qui est relativement bien. L'hypnose de spectacle, c'est autre chose. Parmi les choses à savoir sur l'hypnose, par exemple, on ne perd pas conscience quand on est dans un état hypnotique. On ne peut pas vous forcer à faire quelque chose que vous n'avez pas envie de faire. On n'a pas d'exemple de meurtre sous hypnose. Vous voyez ce que je veux dire? Alors les gens qui font les chiens et tout ça, si c'est des amis à vous, je vous le dis tout de suite, ne peuvent pas complètement se dédouaner en sortant de là. S'ils ne voulaient vraiment pas faire le chien, ils ne le feraient pas. Il y a l'effet de scène. Il y a tout un tas d'effets qui jouent. Il y a l'effet qu'on se retrouve devant 400 personnes, qu'on n'a pas forcément envie de couvrir le spectacle auquel on est venu assister, auquel on participe. Il peut y avoir l'effet de groupe. Des fois, des chiens, il y en a 20 sur scène. Il y a tout un tas d'effets qui jouent. Mais bon, voilà. Donc les hypnotiseurs. Avant, je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais moi, quand j'étais enfant, j'étais persuadé que si j'étais hypnotiseur, je pourrais faire ce que je veux à qui je veux, quoi. Il suffirait qu'il regarde mes yeux et que je fasse ouh. Ça y est. J'ai essayé avec mes profs. Oui, moi j'ai essayé. Les poules, ça marche pas. Donc aujourd'hui, ils sont très très rares, les hypnotiseurs qui continuent à avoir ce genre d'allégations-là. La plupart, ils disent non, attendez, il n'y a pas de perte de conscience. Il faut que la personne se mette dans le bain, à terre, accepte de participer, sinon c'est impossible. On n'hypnotise pas quelqu'un contre son gré. Voilà. L'hypnose de spectacle, il y a plein de trucs. Le truc encore une fois, pour venir entre 2 chaises, il n'y a pas besoin d'être hypnotisé. Pour endormir une poule, il n'y a pas besoin d'être hypnotiseur. Enfin, je sais pas si des gens. Il y a des petites transfictions aussi. Tu sais, certains. Il y a récemment encore Chris, un soi-disant médium, là, qui est en plus un escroc. Il s'amusait à transpercer, je ne sais pas si vous avez vu ça, à transpercer la gorge avec une aiguille et prétendait que c'était sous hypnose ou là. Bon, si vraiment c'était sous hypnose, on pourrait le réaliser dans d'autres parties du corps, notamment au bout des doigts par exemple. Et là, ça ne marche pas du tout. Pourquoi? Parce que c'est innervé, alors que là, il n'y a quasiment rien. Et ça, tout le monde peut le faire. Vous aurez une petite goutte de sang. C'est présenté comme une preuve. Et ça fait 30 ans que c'est présenté comme une preuve, alors ça ne fait absolument pas du tout.
Là, si vous serrez là, par exemple, si c'est ici, ça ne fait pas grand-chose. Qui essaye? C'est là. Il y en a qui Par rapport à l'hypnose de spectacle, j'avais assisté il y a assez longtemps maintenant à un spectacle comme ça, et la personne qui était sur scène avait demandé à tous les gens de croiser les doigts, et il avait fait monter sur scène donc tous les gens à qui il avait réussi à bloquer les doigts. Et l'une des personnes n'avait pas voulu monter sur scène, elle a passé tout le spectacle sans rien dire à personne, et coincée. Et à la fin du spectacle, elle est allée voir le gars, elle lui dit bon, qu'est-ce que je fais? Alors, c'est l'occasion de le faire un petit exercice. Vous voulez qu'on fasse un petit exercice vite fait? Non, mais c'est pas la même chose que ce que je propose. Il y a un exercice qu'on fait assez souvent pour montrer que l'observation humaine est limitée, en fait. Mais on a besoin de votre concours. Et simplement, pour répondre quand même à votre question auparavant, très difficile de dire ce qui a pu se passer comme ça, sur un témoignage tel l'autre. Il aurait fallu qu'on soit là, sur le moment, qu'on puisse voir. Là, c'est très très difficile, parce que cette personne est peut-être exceptionnellement sensible à la suggestion, mais je ne sais pas. C'est une hypothèse qui vaut pas mieux qu'une autre. Elle est peut-être effectivement bloquée, physiquement, je ne sais pas. Comme ça, personnellement, moi j'ai fait aussi le test, et dès que j'ai senti que je partais, j'ai vite lâché. D'accord. J'ai ressenti quelque chose, il a fait tout son speech, et j'ai eu peur, j'ai vite lâché. Là, je sentais que ça bloquait. Ok. Encore une fois, difficile. Moi j'ai un exemple inverse, où les 3 premiers rangs étaient hypnotisés, j'étais dedans, et ne pouvais pas soulever le briquet qui était posé par terre. Et je me suis levé, j'ai soulevé le briquet et j'étais hué, quoi. Peut-être que pour se lever, il faut avoir envie de ne pas soulever le briquet, je ne sais pas. En tout cas, moi j'ai bien regardé le monsieur, j'ai fait tout ce qu'il a dit, et je me suis levé, j'ai soulevé le briquet, et les gens ont essayé de m'étrangler. Oui, voilà. Si on a une résistance, on ne part pas. C'est-à-dire si on refuse, c'est ce que je disais. Quand je vous disais qu'on se méfie de notre propre croyance, on se méfie de notre scepticisme, hein, et quand on nous demande d'adhérer à un truc dans le cadre d'une expérience, on adhère autant que possible, parce qu'on a envie de la vivre pleinement, hein, pas... Oui. Non, je ne pense pas qu'il s'agit de résistance, parce qu'on a tous vécu ça, justement, dans des spectacles, des hypnoses, foires, machin. Voilà, on m'a proposé ça, mais moi j'ai adhéré tout de suite. J'avais super envie de me faire hypnotiser. J'ai dit, c'est ok, je vais planer, non, mais vraiment. Donc j'étais complètement décontracté, j'adhérais complètement. Je résistais absolument pas. J'étais d'une sincérité complète. Hein. Eh bien, ça ne faut pas non plus que mon voisin simulait si lui était hypnotisé, je ne dis pas ça. En tout cas, moi, je ne suis pas. Ça n'a pas marché avec une volonté pour moi, j'avais vraiment envie. Et en plus, pareil, au bout d'un moment, il m'a dit, j'ai dit, ben non, ça ne marche pas. Et je me suis pas fait injurier, il m'a dit, non mais vous avez des ondes négatives, allez vous asseoir. Oui, voilà, c'est... Bon, ben, ça vaut rien dans un sens. Non, sur les ondes négatives. Pourquoi les ondes sont négatives? Il y a pas on a profité pour prendre une machine. Pourquoi c'est pas l'autre que d'avant encore? Les ondes négatives. Qu'est-ce que les ondes négatives? C'est quoi les ondes? Est-ce qu'on sait ce que c'est? Ah, ce que je proposais? Vous voulez un chemise, bon. Et c'est vraiment tout ça, vous n'avez même pas besoin de bouger. Je vous demandais de mettre vos mains comme ceci, en fait, devant vous, sans appuyer votre voisin. D'accord? Vous regardez bien. Je tourne mes mains, ensuite je croise, comme ça. Je serre très fort. Il y a des dyslexies. Vous êtes prêts? 1, 2, 3. C'est peut-être ça. Nos sens sont vraiment limités. En fait. On peut le refaire si vous voulez. On peut le refaire. Pas comme ça. Tournez, croisez. Ah, mais attends. Vous serrez. Ah, mais non.
En fait, il y a Non, mais il y en a qui ne peuvent même pas faire Si quelqu'un est coincé, n'attendez pas à la fin. Le maintenant. On m'a dit quand j'étais petit qu'il fallait se méfier des hypnotiseurs justement parce que dans la croyance populaire elle est associée à la prise de contrôle psychologique. Et donc, d'après ce que vous avez dit, ça ne va même pas jusqu'à la vraie hypnose. Alors donc, je pense que c'est pas très vrai, mais moi, il y avait des histoires qu'on racontait où un gars hypnotisé reproduisait un geste qu'on lui avait enseigné en dehors de la présence de l'hypnotiseur. Attention, j'ai pas dit que l'effet... j'ai pas dit que l'hypnose ne fonctionnait pas, attention. J'ai tenu à faire la distinction entre l'hypnose médicale et l'hypnose de spectacle. Par suggestion, on arrive à faire faire un certain nombre de choses, un certain nombre de gens. Et les gens qui font les chiens sur scène ne le font pas, ne l'auraient pas fait probablement d'eux-mêmes. Vous voyez ce que je veux dire? Non, mais il y a pas quand même de suggestion là-dedans. Ce que je dis, c'est simplement elle est limitée. Et moi, effectivement, j'avais exactement la même vision que vous, plus jeune, de l'hypnose, c'est-à-dire vraiment la prise de contrôle avec la possibilité de réveiller des attitudes a posteriori, enfin bon, ce genre de choses qu'on voit très souvent dans les films d'espionnage, dans des trucs. Enfin, il y a des images de vieux films des années 50, il y a des personnages qui sont comme ça, surmaquillés, avec les yeux grands ouverts, et pour dire je suis hypnotisé, ou somnambule, hein, c'est un peu la même. Mais donc ça, ce type de prise de contrôle-là, elle est peut-être possible sur des gens qui sont très 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 sensibles à la suggestion, je sais pas. Qu'est-ce que je veux dire? Il y a quelqu'un quelque part qui peut se mettre dans des états vraiment bizarres, quoi. Hein? Mais à votre connaissance, il n'y a jamais eu d'études de cette influence. Non, il n'y a pas d'exemple. L'homéopathie, vous la classez dans les... Alors, dans les trucs particuliers ou pas? Vous mettez l'expert de bac, on voudrait vous mettre l'homéopathie. On aurait pu, effectivement, en fait. Mais tout dépend de la question qu'on pose à l'homéopathie. Souvent, le débat est vraiment très très mal posé. Est-ce que l'homéopathie est une forme de thérapie qui fait du bien? C'est une question. Est-ce que les fondements scientifiques de l'homéopathie sont éprouvés? C'est une autre question. Vraiment. Et il est fort probable, d'ailleurs c'est à peu près ça, que les fondements scientifiques soient quasiment nuls, et que pour autant ça fasse du bien aux gens. Ce qui fait que là-dessus, j'irai jamais, par exemple personnellement, dire à quelqu'un tu fais une erreur de prendre de l'homéopathie, puisque si ça te fait du bien, pourquoi pas. Je pense aller plus loin par contre, c'est que vu les fondements qui sont à l'œuvre dans l'homéopathie, et vu le caractère mensonger des campagnes de Boiron sur la question, je me dis qu'on peut peut-être choisir une voie qui nous permettrait de nous réapproprier le bienfait que ça nous donne. C'est-à-dire qu'on n'arrive pas à trouver les expériences qui sont montées ne montrent pas une efficacité plus grande que le placebo dans l'homéopathie. Mais c'est déjà bien, parce que le placebo, c'est quelque chose d'assez puissant. Et moi, je pense que plutôt que d'aller donner de l'argent à des gens à la moralité parfois douteuse, pourquoi ne pas essayer de se réapproprier ce placebo-là? Par contre, si vous voulez qu'on rentre sur l'histoire de l'homéopathie en tant que telle, il y aurait beaucoup à dire, aussi bien sur l'historique que sur les fondements. Je ne sais pas si vous connaissez tous les principes. Peut-être vous voulez qu'on peut-être les rappeler un petit peu. Un animal qui est soigné par homéopathie, lui, il n'y a pas son cerveau. Non, je suis d'accord avec vous. Voilà, donc il y a des personnes là, qui d'ailleurs font soigner les chevaux, qui sont soignées par homéopathie. Alors il y a deux choses. C'est que pour qu'une étude soit valable sur l'homéopathie, il faut qu'il y ait le double aveugle. Peut-être que ça vaut le coup de parler de l'expérience du cheval avant aussi. Au 19e siècle, il y a eu plusieurs histoires comme ça, mais il y en a eu notamment un cheval qui s'appelait Hans, et qui était capable de parler. Il est 10h10, je me transforme. Il était capable il était capable de compter, excusez-moi, il était capable de compter. Et en fait, avec son sabot, on lui donnait une addition classique, on lui donnait 4 plus 3, et il tapait le nombre de fois qui correspondait au résultat, en fait, donc 7. Et le processus a marché jusqu'au jour où quelqu'un s'est dit, mais est-ce que ça fonctionne si sa maîtresse n'est pas là?
Et donc il a demandé à la maîtresse de sortir, et ils ont refait l'expérience, et là le cheval, il tapait de façon vraiment désordonnée. C'est-à-dire que même à l'insu de... Alors l'hypothèse la plus vraisemblable, c'était que la maîtresse, au moment où c'était le bon résultat, devait avoir soit un tressaillement, soit une attente. Parfois on ne voit pas qu'on donne certains stimuli comme ça qui peuvent influer sur... Et c'est pour ça que le double aveugle est nécessaire, c'est-à-dire que ni vous, ni la personne qui fait le test ne devait savoir le résultat à l'avance de la chose. Quand on fait en double aveugle, une expérimentation c'est nécessaire. Dans le cas des animaux, vous savez ce que vous donnez à votre animal. Donc en somme, il y a de la télépathie Non, entre l'homme et l'animal. Il y a peut-être tout simplement le fait que quand on a envie de soigner par une méthode qui est réputée être plus naturelle, ou plus douce, ou plus gentille, on sera peut-être plus attentionné au moment où on le donne que quand on lui donne deux coups de seringue fatigué. Ça c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que qui analyse ensuite le résultat sur l'animal? C'est encore un être humain. Et là, le placebo peut jouer aussi. C'est-à-dire le fait de se dire, ah mais sa robe est plus soyeuse. Voyez. Et ça, là aussi, la suggestion peut être là, en fait. C'est pas la vache ou le cheval qui va vous dire, bah, je vais mieux ce matin. En fait, ce qui compte, c'est que ça ait marché. Alors, ce qui compte, c'est que ça ait marché, oui, c'est ce qu'on cherche. Par contre, si on demande est-ce que la validité de l'homéopathie, elle est éprouvée, moi je pense que non, et je pense qu'on peut très bien la remplacer par autre chose. Le plus important, c'est peut-être que ça marche. Oui, mais le problème, c'est que ça génère aussi tout un fonds de commerce qui promeut des formes de pensée un peu magiques. Par exemple, le fait que les hautes dilutions, vous savez, la théorie des hautes dilutions, les petits CH qu'on a sur les granules, c'est des centésimales anomanielles, c'est des dilutions par 100, et en fait, à partir de 8 ou 9 CH, on peut considérer qu'il n'y a plus du tout de produit actif dedans. Or, on dit que c'est la trace qui resterait, qui, par contact, il y aurait encore une trace bizarre, qui serait quasiment surnaturelle, hein, qui resterait dans le produit et qui serait aveugle. Et ça, je pense que ça c'est des formes de raisonnement qui ensuite font le jeu de l'hyper-intuitif, ça fragilise beaucoup les gens. C'est pas un hasard, quand tout à l'heure on parlait des sectes, j'ai glissé à Nicolas que les médecines dites alternatives sont souvent de super tremplins pour l'entrée dans les sectes, parce qu'on vous dit, vous voyez le processus qui fonctionne dans l'homéopathie et qui fait que même dilué, même quand il n'y a plus rien, il reste des traces, et ça c'est la preuve qu'il y a des substances qui se promènent, et tout, et on peut bâtir des théories assez grandes là-dessus. Je pense que c'est pas gratuit d'utiliser des médecines qui sont basées sur des fondements scientifiques faux. Ça fragilise, je pense, les gens vis-à-vis d'autres attaques autour. L'homéopathie en tant que telle, on peut en prendre et j'ai rien contre. Au moins, c'est moins nocif que l'allopathie. Ben, c'est sûr que c'est moins nocif, puisqu'en fait, Donc déjà, ça a un effet. Oui, mais surtout quand on n'est pas malade. Une question, Joël, sur l'homéopathie. Les chevaux. À propos de l'homéopathie. D'abord, une conférence de presse, un fils de Boiron avait effectivement répondu, parce qu'on lui avait reproché, entre guillemets, que ces médicaments n'avaient pas plus d'effet que les placebos. Il avait répondu, mais c'est le plus beau compliment qu'on puisse me faire, ça prouve le fait que ce médicament est donc sans danger. Alors, non, c'est la moindre des choses. C'est sans danger, mais à quel prix? Non, mais attendez, parce que je suis pour certains presque un mythe vivant, puisque c'est très bien que je soigne mes chevaux par l'homéopathie. Ce qui est vrai, c'est vrai. Alors, je vais vous expliquer en toute objectivité. Quand un cheval prend certaines pathologies, par exemple une colique, quelque chose de assez violent chez les chevaux, bah, de deux façons, on agit de deux façons, ou on injecte un antispasmodique, éventuellement par voie intraveineuse, soit plus efficace, dans le meilleur des cas, la colique se calme immédiatement, etc. Ou on soigne par homéopathie. D'accord? Alors, soigner par homéopathie, ça consiste à donner un ou deux, ces fameux antispasmodiques, antispasmodiques, l'OCH, etc. Alors, problème, donc très objectif, et ça marche très bien. Hein. Seulement, qu'est-ce qui se passe? Je vais vous dire ce qui se passe. C'est que ces granules, il faut en donner 3 ou 4, à peu près toutes les minutes, tous les quarts d'heure. Et pendant ce temps, vous restez avec votre cheval. D'accord? Et parce que vous êtes obligé de... Et en fait, je l'ai remarqué, je le reconnais objectivement, le fait qu'on reste avec le cheval, on le caresse, on le calme, etc. Donc on a un fait extrêmement calmant, ce qui fait que on n'a pas besoin d'un médicament allopathique pour provoquer l'antispasme. Bon, franchement, objectivement, parce que je suis aussi tombé dans ce travers en disant, bah, attendez, moi, je suis désolé, ça marche, mais vous voyez des gens qui témoignent encore ici. Mais objectivement, je suis maintenant complètement persuadé
Ou alors il faudrait que j'ai eu un autre cheval, le même, en double aveugle, donc il y a la même pathologie, et puis un âge difficile. Je ne souhaite pas avoir de choix après dans là-dedans. Non, mais je pense vraiment, et maintenant j'ai bien réfléchi, c'est le fait que, puis lui, ça le distrait, quoi. C'est-à-dire, je lui donne 4 granules, il suce un petit peu, donc moi, je pense que c'est absolument un phénomène psychosomatique qui fait que le cheval, en se calmant, guérit ses alcooliques de façon complètement naturelle. Je veux dire que ce que vous êtes en train de faire, c'est un témoignage très important parce que c'est rare, très très rarement. Les gens ont ce recul-là par rapport à une action qu'ils ont, parce qu'il y a un investissement aussi en argent, il y a un investissement en temps, et que c'est difficile de justifier tout ça par. Ça, c'est très important. Deuxième chose, nous on ne luttera jamais contre ce type d'utilisation d'homéopathie, jamais. Parce que nous, que les gens prennent de l'homéopathie ou pas, c'est pas vraiment le problème. Nous, ce qu'on aime, c'est que quand les gens font quelque chose, ils le fassent en connaissance de cause. Voilà. Vous le faites, et c'est une démarche tout à fait éclairée. Donc il n'y a absolument aucun problème avec ça. C'est un biais qu'on retrouve même dans nos pratiques à nous courantes. 8 à 9 pathologies sur 10 courantes que l'être humain a guérit d'elle-même. Et il suffit que juste avant on prenne la fameuse tisane de la mémé dont on se transmet la recette depuis des générations, ou qu'on se badigeonne avec un truc de notre propre confection, et on va associer ça. Très rapidement, on va faire une causalité entre et se dire, ah bah, je vais mieux, c'est donc dû à... Moi, j'ai fonctionné très longtemps comme ça, et je continue d'ailleurs à le faire, parce que j'aime bien, j'ai une fiole d'essence algérienne, je sais pas si ça vous dit quelque chose. Ah, j'adore. Ça sent fortement le menthol et tout, ma grand-mère me mettait toujours ça, et comme je guérissais de mes petites affections, genre des petits froids à la gorge, je continue à m'en mettre. Donc je sais que l'effet est purement placebo, ça me fait plaisir, j'aime bien. Et la partie, je sais pas si c'est ça. Pas forcément, parce que même une tisane, c'est beaucoup plus efficace que des granules d'homéopathie. Oui, en termes d'efficacité physique. Ah oui. Alors ça dépend ce qu'il y a dedans. Si vous faites une tisane de racines de muguet, vous allez être très mal. D'autres questions? En tout cas, c'est bien, on s'ennuie pas, vous agissez, c'est bien. On pensait peut-être venir à quelque chose un peu lourd, c'est bien. Super. Est-ce que vous pourriez nous parler un peu de rêve prémonitoire, s'il vous plaît? Qui veut parler de rêve prémonitoire? Qu'est-ce que vous voulez savoir sur les rêves prémonitoires? Disons que moi j'ai à l'origine une culture plutôt scientifique, donc je serais tenté de contester ce genre de choses, mais malgré tout il m'est arrivé un truc un jour. J'ai rêvé de quelque chose un week-end. Je me suis réveillé le matin en me souvenant de ce dont j'avais rêvé. Jusqu'ici rien que de très banal, j'accordais plus d'importance que ça. Et il se trouve qu'une semaine après, on a été faire la fête avec des gens de la famille, et j'ai vu, à un instant de la soirée, un instant très fugitif, ce que j'avais vu en rêve une semaine avant. Alors, et je suis vraiment persuadé que le rêve a eu lieu avant les événements. Et donc, c'est un rêve prémonitoire que je ne sais absolument pas expliquer, et non pas que le rêve a eu lieu après. C'est pas que je me suis souvenu d'un moment en particulier de la soirée, mais ce moment-là, je l'ai vu avant. Et j'ai aucune explication là-dessus. Ça marque d'autant plus, quoi. Alors je ne sais pas si on peut parler là, dans ce cas-là de rêve prémonitoire. Moi j'ai plutôt l'impression que c'est justement une impression de déjà-vu. Ça m'arrive assez souvent qu'on se retrouve dans une situation et puis on a l'impression de l'avoir déjà vécu quelques secondes avant. Là dans votre cas, une semaine avant. Voilà. Donc ça me remet là. C'est un phénomène psychologique qui est connu et qui s'explique par une déconnexion, alors je ne sais pas comment l'expliquer, du cerveau tout simplement, qui rembobine le film, quoi, qui fait revivre ce qu'il a déjà vu. Mais alors, je ne sais pas comment l'expliquer plus clairement, peut-être que tu peux... Il me semble que c'est un micro-décalage entre la perception que vous avez de l'événement et le moment où vous l'analysez. C'est-à-dire qu'il y a un moment où vous voyez quelque chose sans analyser, quand vous commencez à analyser, vous avez l'impression d'avoir déjà vécu cet événement-là. Il me semble que c'est de cet ordre-là au niveau cognitif. Ça s'appelle un déjà-vu.
c'est un syndrome assez connu, utilisé dans Matrix avec le chat, je ne sais pas si vous avez vu. Dans Matrix, c'est quand il y a un bug dans la Matrix, on a déjà vu. C'est une explication qui va bien dans le scénario. Mais aucun de nous n'est psychologue ici et donc des spécialistes de ce truc-là. Mais si vous avez un accès à Internet ou une encyclopédie, donc c'est le nom technique du truc, et il y a une explication effectivement. Moi, ça m'est déjà arrivé une dizaine de fois. Il y a un article dans Pour la Science qui parle de ça, qui montre en gros, qui explique en fait par l'imagerie médicale les principes qui sont mis en œuvre pour vivre ce genre de truc. L'article est assez bien fait, il fait 2 pages quoi, et ça explique cette sensation en fait d'avoir déjà vécu. Et on entend quelqu'un qui dit quelque chose et on se dit ah mais j'étais sûr que tu allais dire ça et en fait on l'a tous plus ou moins vécu je pense ici, ça vous est déjà tous arrivé non? Où on se dit ça dure pas longtemps, c'est une dizaine de secondes où il y a une odeur, et on voit et on se dit ça je l'ai déjà vécu. Et parfois sur des périodes plus longues. Et c'est super troublant, hein, super troublant. Parfois il arrive aussi qu'on rêve on pense à une personne. Et d'un seul coup, on apprend une mauvaise nouvelle sur la personne. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé ça. Souvent, on se dit, ça y est, je peux lire pour l'avenir. Et j'avais pressenti le phénomène. Mais un traitement, on va dire des gros mots, un traitement statistique du phénomène, parfois est assez concluant. On connaît beaucoup de gens, on y pense souvent. On pense souvent à des gens, il ne se passe rien dans l'heure ou dans la journée. Et le peu de fois où il y a une conjonction comme ça, qui est finalement pas si rare, tout ça, on a tendance à dire waouh, extraordinaire. Mais on oublie, il y a plein de cas pour lesquels ça s'est pas produit. Ce qui fait qu'en fait, finalement, le hasard est parfois probable. Je pense que notamment, il y a une mémorisation des conjonctions qui font que ça aboutit à des croyances. Oui, c'est ça. L'histoire du chat noir sous l'échelle, si vous voyez un mec tomber en voyant un chat noir, la coïncidence des faits font qu'elle amène à une croyance. Donc, c'est effectivement, la plupart des phénomènes sont oubliés, et puis pof, il y a une coïncidence qu'on mémorise sans forcément trop savoir pourquoi. On a un tri sélectif qui se fait sur ça. Ça m'est déjà aussi arrivé, par exemple, de rêver, par exemple, que je bois des canons. Samedi d'après, ça se produit. Santé, hein. C'est ça, c'est le don de double vue, comme j'entends. Il y a d'autres questions? Ça donne soif. Pierre? Là, je vais dire, c'est pas moi qui pose la question. Les dames à côté de moi voulaient poser une question, mais elles ne l'ont pas posée, elles ont posé, vous la posez. Moi, je pose. C'est à propos de l'acupuncture. Qu'est-ce que vous pensez de l'acupuncture puisqu'on a parlé de l'homéopathie, est-ce qu'il y a plus de fondements scientifiques? Est-ce qu'il y a eu des études qui ont été faites? Qu'en est-il de la répartition énergétique, hein, c'est ça, de l'énergie, tout ça? Ce qui est amusant, c'est que c'est très très proche de l'homéopathie sur un mécanisme médiatique. En fait. L'homéopathie a pris une énorme ampleur suite à l'expérience d'un monsieur qui s'appelait Benveniste et qui est décédé l'année dernière d'ailleurs, et qui s'est appelé ensuite l'affaire de la mémoire de l'eau. Ça a vraiment lancé la chose. Ce qui est amusant, c'est que l'expérimentation était fausse. Il y a eu une fraude dans cette expérimentation qui n'était pas le fait de Benveniste, hein, c'était une de ses assistantes qui s'appelait Darnas. Et les médias n'ont jamais relaté le fait qu'il y avait une démystification en fait de l'affaire. Ce que je veux dire, c'est qu'on entend plus souvent parler des choses extraordinaires. Waouh, ils ont fait waouh, et tous les médias reprennent ça. Waouh, il y a un grand marronnier qui se fait autour de ça. Mais une fois que le soufflet retombe, on n'entend pas parler de ça. Pour le coup, les méridiens énergétiques de l'acupuncture, c'est un peu le même phénomène. En 1984, il y a 3 hommes, il y en a un qui s'appelait De Vermejoul, l'autre s'appelait Darras, un 3e médecin, qui ont donné une publication qui a fait un boom médiatique fort sur des traceurs radioactifs qui avaient été mis le long d'un méridien et qui auraient démontré la présence d'un circuit énergétique non veineux, non artérien, non nerveux, tout ça. Or, le protocole était complètement faux. Et les médias ont oublié de le dire après. Et ça, dans l'imaginaire, c'est resté comme un fait. C'est-à-dire que les méridiens désormais existaient. Or, jusqu'à maintenant,
rien n'est venu étayer l'existence des méridiens. L'argument qu'on nous sort souvent, c'est que ces méridiens, soi-disant, existent depuis des millénaires et des millénaires. Et on nous sort souvent un argument traditionnaliste là-dessus. On nous dit, mais puisque ça fait si longtemps que ça existe, ils ne peuvent pas se tromper. La bêtise aussi est millénaire. Il y a plein de choses comme ça qui sont idiotes et qui sont millénaires. La guerre est millénaire, il y a plein de choses bêtes, quoi. Et pour le coup, la théorie des méridiens, pour l'instant, on ne trouve pas sa confirmation. On ne pourra jamais conclure que ça n'existe pas, comme on disait tout à l'heure. Mais pour l'instant, rien ne vient à l'appui de l'existence des méridiens énergétiques qui font la structure de l'acupuncture moderne. Il y a une autre chose que je voulais dire sur l'acupuncture. Quand on teste un traitement médical comme ça, on a coutume de le traiter contre placebo. Or, c'est très difficile de mettre en place un placebo au niveau de l'acupuncture. C'est-à-dire qu'il faudrait que la personne puisse avoir la sensation d'être piquée sans l'être. Parce que la problématique du... Il y a des études sur l'acupuncture qui ont montré des résultats positifs. D'accord ? Par contre, il n'y a pas d'études qui ont montré que les résultats étaient meilleurs quand on appuyait sur les bons points. D'accord ? Que le fait qu'on perce quelqu'un avec une aiguille ne le laisse pas indifférent, enfin induise des réactions, c'est pas très très surprenant. Hein. Sauf qu'il y a une théorie derrière. En fine, c'est ce qu'on essaie quand même de valider. Tout le problème, pour ce qui concerne les points d'acupuncture et l'efficacité spécifique de l'acupuncture quand elle est faite correctement, c'est le problème du placebo contre lequel on pourrait, avec lequel on pourrait la comparer. Voilà. Il y a des progrès qui sont faits là-dessus. Il y a des choses, il y a des placebos de plus en plus. On arrive à faire vraiment à générer la sensation de piqûre sans piquer le point. Et pour l'instant, on n'a pas de résultat, par contre, qui montre que le bon point piqué au bon moment donne une action spécifique par rapport à... Par contre, il y a deux choses qui ont été montrées, c'est que l'acupuncture, l'acupuncture marche d'autant mieux que le médecin qui la pratique est gentil, et elle marche d'autant mieux encore qu'il est chinois. Il permet de cerner quand même quelques paramètres qui jouent quand même fortement. L'exotisme, des plus pas c'est une médecine bridée. Quelques patients croient. Le patient de vérifier et tout ça, dans la mesure où certains méridiens sont censés avoir un certain effet sur le corps. Et le fait de piquer un certain endroit est censé avoir un certain effet. Pour faire une expérience. Est-ce que vous pouvez parler un tout petit peu plus fort, s'il vous plaît ? Je disais, dans la mesure où les emplacements situés le long des méridiens d'acupuncture sont censés avoir un effet précis sur telle ou telle pathologie. Je propose tout simplement de piquer ailleurs que sur le méridien et de voir si la personne qui aura bien effectivement la sensation d'avoir été piquée par un médecin chinois ne va pas guérir par simple suggestion, alors qu'en fait, on aura piqué complètement ailleurs. C'est ce que je disais tout à l'heure, ce type d'expérience-là, dans ce type d'expérience-là, il n'y a jamais eu de résultat. On pourrait piquer au hasard. De l'acupuncture. Oui, tout à fait. On pourrait pas se piquer, ouais. On peut difficilement suggérer à quelqu'un qu'il a été piqué sans que la piqûre ait eu lieu physiquement, mais on peut tout à fait piquer un endroit où c'est censé ne rien faire. Dans l'œil. Et voir si ça marche pas. Le truc, c'est qu'attention, la précision du point d'acupuncture, d'un praticien à l'autre, c'est un truc qui est relativement variable. Ouais. Donc, ça a été harmonisé depuis. Ouais. Il y avait de grosses différences, par exemple, je crois, entre l'acupuncture chinoise et l'acupuncture, je ne sais plus, coréenne. Ils ont renégocié une trentaine de points là récemment. On se met d'accord, quoi. Oui, vous avez indiqué tout à l'heure, on va comparer l'acupuncture et l'homéopathie. Je vous donne mon sentiment, je ne suis pas tout à fait d'accord. Disons que j'ai un autre avis. En ce sens qu'on peut prouver avec l'inexistence de la moindre molécule à partir d'une certaine émission, évoquant le fameux loi physique de Lucadron, on peut prouver que statistiquement, c'est quasiment la probabilité est quasiment sûre qu'il reste aucune molécule, d'accord et donc il n'y a pas d'action. On peut pratiquement prouver qu'il n'y a pas d'action. Tandis que l'acupuncture, on pique, j'ai envie de dire. Donc on peut prouver que l'explication actuelle n'est pas assez fournie. C'est pas vrai, c'est pas des méridiens. Il y a comme une action physique, donc on pourrait dire que on ne sait pas ce qu'elle produit. Alors qu'on démolisse une théorie en disant, maintenant attendez, arrêtez de déconner, on peut vous prouver que c'est pas là,
Mais pour moi, l'acupuncture figure encore au niveau des... Je ne comprends pas pourquoi. Et pourquoi n'y aurait-il pas une action? J'ai pas de conviction par rapport à l'homéopathie, par rapport à l'acupuncture. Est-ce qu'on peut... Bien sûr, le parallèle que je faisais tout à l'heure, il était vraiment sur le processus médiatique qui avait amené à la célébrité de la chose. Hein. Les deux fondements sont un peu différents. Sur le fait qu'on pique et qu'on ait une action physique, il suffit d'essayer sur l'œil, c'est clair que ça marche. Il suffit de se planter des billes dans l'œil, et je crois que tout le monde est fort reste de ne pas faire du bien. Mais par contre, tout à l'heure, on est tombés tous d'accord, je crois, sur l'expérience en simple aveugle. Non, et je sais plus ce que je disais, tiens. Vous dépassez les bords, attention, parce que quand on dépasse les bords, il n'y a plus de limite. Juste pour conclure sur ça, vous disiez que tout à l'heure on est tombé d'accord sur le fait que si le fondement n'est pas là, si le phénomène on ne peut pas l'observer, à quoi bon bâtir une théorie dessus? Et pour le coup, l'acupuncture repose complètement sur la théorie des méridiens. S'il n'y a plus de méridiens, qu'est-ce qu'on fait? C'est ça le problème. Et l'autre ne peut rien faire. Une autre affaire. Par contre, ça peut faire du bien d'aller chez un acupuncteur. Le temps qu'on nous consacre n'est pas négligeable. La douceur de la personne, c'est pas rien. C'est un des points forts des médecines dites alternatives, c'est qu'on passe beaucoup plus de temps avec nous que dans d'autres cadres thérapeutiques un peu plus rustres. Et ça, c'est pas négligeable. Peut-être d'ailleurs la médecine dite classique aurait peut-être des choses à apprendre là-dessus d'ailleurs. Seulement sur ça, je pense, mais au moins sur ça. La prise en charge du patient. Bon, je pense qu'on peut peut-être s'arrêter là. Il y en a déjà qui ont commencé à prendre des médecines douces, là. À moins que Pierre ait une intervention. Non, c'est pas une intervention. J'ai entendu plusieurs fois le mot fleur de bac. Bon, on n'a pas dit ce que c'était. Et je pense qu'il y a quelqu'un qui peut nous parler des fleurs de bac parmi vous. Expliquer, parce que est-ce que tout le monde sait ce que c'est que les fleurs de bac? Voilà, donc il me semblait. Les fugues de bac. Les fugues de bac, moi aussi que je connais. Voilà, les fugues de bac. Ah, même. Alors, j'en parle parce que c'est un dossier sur lequel je me suis penché toute l'année dernière. Les fleurs de Bach, en fait, le vrai nom, c'est les élixirs floraux du docteur Edward Bach, qui sont vendus en pharmacie pour la modique somme de 9 €, je crois, ou 8,50 € le flacon. Et je ne sais pas s'il faut que je rentre dans la théorie ou quoi. Edward Bach était parti de l'idée que nous avions tous enfin, c'est assez... elle est assez compliquée cette théorie. Elle emprunte beaucoup à l'homéopathie, elle emprunte beaucoup au fait que certaines essences de plantes, je vais faire simple, certaines essences de plantes, comme par hasard celle qui est poussée dans son coin, pouvaient être associées à des états psychologiques dits négatifs. C'est-à-dire une tendance à se dévaloriser, mais que des choses très subjectives comme ça. Et lui disait que donc si on pouvait récupérer la substance de la plante, en plus par un processus qui était vraiment très très magique, hein, il fallait que le soleil tape dessus, que ça décolore, qu'on récupère par évolution ou par extraction le substrat prétendument actif, et qu'on le dilue une ou deux fois, et qu'on le mêle à l'origine c'était du brandy. Maintenant, je crois qu'il y a du cognac en majorité. Et qu'on donnait aux gens quelques gouttes de ça, on pouvait les amener à résoudre certains des problèmes psychologiques classiques. Quoi. Et donc ce monsieur était très très gentil, hein, c'est devenu un énorme marché, et les fondements sont vraiment proches de zéro, les fondements de ces soins-là. Et le problème, c'est que c'est un gouffre financier très vite, c'est un gouffre même thérapeutique, parce que moi je connais par exemple une dame, la mère d'un copain, c'est très très délicat, j'ai jamais voulu en parler avec elle parce que j'ai peur que son monde s'effondre. Elle a une grosse tendance à se dénigrer, elle est en déprime permanente. Alors on lui a dit, bon écoute, tu vois les fleurs de Bach, c'est très bien, essaye d'acheter l'aubépine, tu verras, c'est très bien. Alors elle achète son pot, elle goûte pendant 2-3 semaines, et puis ça marche pas très bien. Alors on lui dit, ah mais tu dois peut-être mélanger avec le Nimulus, qui est vraiment bien. Alors on fait un petit mélange. Bon, maintenant, elle a toute la panoplie et on lui vante encore de nouveaux mélanges. Vous voyez, on lui dit non, ceci 4, 5, 3. Alors elle achète de nouveaux livres.
Donc après on lui dit oui, mais tu devrais peut-être choisir tes fleurs de bac avec ton pendule, ça te permettrait de savoir si celles qui te correspondent le plus. Et cette pauvre dame ne guérit pas, vous voyez. Et donc en soi les fleurs de bac, il n'y a pas de danger, il y a du cognac dedans, ça fait du bien. Mais parfois les gens ont oublié de se soigner de ça, vous voyez. Le plus connu des mélanges, enfin il y a un mélange qui s'appelle le rescue, voilà, qui est censé guérir de tout ce qui ne va pas bien et de manière urgente. Vous avez reçu un choc, vous n'êtes pas bien, vous avez une émotion forte, et c'est le genre de panacée qui n'existe pas. On vous dit prends du rescue et c'est très bien. Ce qu'on pourrait faire avec un gamin quand il se cogne, il fait un bisou sur le genou et c'est le médicament universel. Et je pense que les fleurs de bac en tant que telles, on peut dire oui, il n'y a pas de danger, mais en même temps, moi je pense qu'il y a une substitution de traitement qui peut se mettre à l'œuvre et puis une aliénation financière, une aliénation morale. Elle n'est pas très importante, mais quand on demande aux pharmaciens si ça représente un certain fonds de commerce, ce genre de pseudo-médicaments, ils disent que ça représente une énorme manne d'argent. Une énorme manne d'argent. Le problème, c'est que ça soit vendu en pharmacie. C'est ça qui est le oui. Oui. Le pharmacien est censé quand même pour être un scientifique à peu près simple. Non, le commerçant. Le problème, c'est que ça devient des commerçants, les pharmaciens. Et c'est ce qui rapporte le plus d'argent, tout ce qui est à côté du médicament. Il paraît qu'on va rapporter qu'aux États-Unis ou au Canada, certaines des pharmacies, on vend des bougies, ça devient presque un supermarché. Hein. Et le commerce des pharmacies, c'est pas toujours un conseil médical. Non, mais ici c'est pareil, on commence à voir. Il n'y a pas que des médicaments dans une pharmacie. Hein. Il y a des brosses à dents, il y a des brosses à dents, il y a des crèmes anti-rides, il y a même une crème qui s'appelle la crème Irdanès. Et ça se vend, ça. Des compléments alimentaires. Est-ce que vous pourriez nous parler de 3 effets ou facettes zététiques qui sont importantes Ah, je sais qu'ils sont préparés, c'est des trucs bien. Qu'est-ce que tu voudrais en particulier? Est-ce que vous avez des règles dans les investigations pour des principes sur lesquels vous collez pour essayer une certaine déontologie à laquelle vous adhérez et que vous parlez de biais expérimentaux que vous aviez, de quoi vous vous méfiez pour faire ce genre de choses, pour investiguer? Merci. Non, c'était un méchant merci. Alors, par exemple, on peut parfois se rendre compte que le surnaturel, c'est dans la vie absolument de tous les jours. Je ne sais pas si vous vous êtes déjà rendu compte, vous vous baladez dans la rue, vous passez à côté de 2 restaurants, il y en a un qui est rempli, et il y en a un qui est désespérément vide, et les deux sont juste à côté l'un de l'autre. Alors ça peut s'expliquer. Il y en a un qui est très cher, l'autre qui est pas cher. Il y en a un qui est bon, l'autre qui est pas bon. Il y en a un qui est allumé, joli, et l'autre qui a une ampoule sur 2 qui est cassée. Ça peut s'expliquer. Et puis, il peut y avoir des choses un peu plus étonnantes. C'est qu'un jour, vous passez devant ces 2 restaurants, il y en a un des 2 qui est rempli, l'autre qui est vide. Vous pouvez repasser le lendemain, et c'est le contraire. Il y en a un qui est vide, c'était celui qui était rempli la veille, et celui qui était vide la veille, il est rempli. Donc, bon, c'est un peu étonnant. Est-ce qu'il y en a un qui est devenu très mauvais pendant la nuit, très cher, et l'autre pendant ce temps qui est devenu très bon et pas cher? Ça peut être étonnant. Alors, on pourrait imaginer ce qui se passe si on passe à côté de 2 restaurants rigoureusement identiques. Ça n'existe pas. D'accord? Ça n'existe pas, mais imaginons, on passe à côté de 2 restaurants strictement identiques, et il n'y a personne dans aucun des 2 restaurants. On a faim, il va bien falloir rentrer dans un des 2. Donc ça va être purement aléatoire. On va en choisir un des 2, qui n'a pas plus de raison que l'autre d'être choisi, mais bon, il faut aller manger. Bon. Donc l'un des 2 se remplit d'une personne et l'autre non. Et après, il y a une deuxième personne qui arrive pour manger au restaurant. Et il y a quelqu'un qui a choisi le restaurant par rapport à l'autre. Donc c'est qu'il est meilleur. Donc il y va. Donc il y en a 2. Donc la troisième personne qui arrive ne
doute encore moins. Elle se dit, il y a deux personnes différentes qui ont choisi ce restaurant, c'est que les deux savent qu'il est meilleur que celui d'à côté. Donc, il faut y aller. Et au final, le restaurant qui était au départ pas meilleur que l'autre se retrouve rempli pendant que l'autre reste vide. Donc l'effet restaurant, qui n'est à la base, on aurait dû avoir une sélection aléatoire et au final, elle ne l'est pas. Alors ça, est-ce que ça peut exister de manière qu'on voit tous les jours? Parce que les restaurants strictement identiques l'un à côté de l'autre, ça n'arrive pas tous les jours, mais je ne sais pas s'il y en a parmi vous qui jouent au loto. Mais moi, quand je vais jouer au loto, je vais toujours dans le bar dans lequel il y a la collection des gagnants. Vous avez déjà vu ça? Les panneaux là. Ici, gagner telle somme, ici, gagner telle somme. Et moi, où je vais, il y a une collection. Hein. Et je vais jamais dans le bar dans lequel il n'y a jamais personne qui a gagné. Parce qu'il est nul celui-là. Aller dans le bar où il n'y a personne qui gagne, il faut vraiment avoir envie de perdre. Alors qu'aller dans le bar où tout le monde gagne, j'augmente mes chances de gagner. Et d'ailleurs, il y a de plus en plus de gens qui gagnent dans le bar où il y avait déjà de plus en plus de gens qui avaient gagné. Donc la question qu'on peut se poser, c'est qu'on peut se dire, il y a beaucoup de gagnants là. Est-ce que c'est dû au lieu qui est magique, et donc ça devient le bar de la chance et tout le monde se précipite là, ou est-ce que c'est parce qu'il y a plus de monde qui gagne? Donc c'est pour ça que pour tester, pour valider la magicité du lieu, ça n'existe pas, la magie, c'est intéressant comme mot, magie. Je ne connaissais pas la magie du lieu, et il aurait fallu mettre au point un autre protocole expérimental. Bien posé. On est visiblement tout à fait pas d'accord avec ce que vous demandez, ça paraît à peu près évident. Et je me pose un petit peu la question, à être trop sceptique en fait, est-ce qu'on sait d'où il porte en scientifique des choses qu'on ne peut pas comprendre actuellement, parce qu'on va parler de surnaturel, de tout ce qu'on veut, de magique ou autre, et d'inexplicable, autant N. C'est-à-dire que est-ce qu'on ne s'interdit pas à être trop cartésien, finalement, des mystères qu'on expliquera plus tard, quand on aura plus ou moins de jeu. Mais c'est parce qu'on ne se l'interdit pas que la zététique existe. Vous savez, un des grands reproches que font les gens qui croient, qui adhèrent à une thèse autour du surnaturel, c'est justement que les scientifiques ne s'y intéressent pas. C'est faux. C'est fou. Nous, on s'y intéresse. Vous savez, quand on commence une expérience, sincèrement, comme ça avec le magnétiseur, on est dans un état d'esprit, au moment du dépouillement des résultats, on se demande sincèrement ce qu'ils vont être. Vraiment. Vraiment. C'est-à-dire qu'on est ouvert à ça. On ne passe pas à côté des choses. Très franchement, si l'ensemble des scientifiques étaient intéressés par ce domaine-là et essayaient de les aborder avec la même rigueur, il n'y aurait pas besoin d'avoir d'associations qui promeuvent ce type de démarche-là. Hein. Il y a des gens qui se l'interdisent clairement. On connaît, il y a des sceptiques obtus, c'est terrible. Je ne sais pas si vous avez déjà vu Charles Paquet à la télé, mais il est insupportable d'entendre parler de lui. Il est insupportable, il ne connaît aucun dossier. Et il méprise à peu près tout le monde. Enfin, à partir du moment où il est en face de lui quelqu'un qui croit un truc bizarre, c'est forcément un imbécile. Donc voilà, il y a des gens comme ça. Ces gens-là, effectivement, s'il y a un truc extraordinaire quelque part dans le monde, c'est pas pour eux. Un extraterrestre viendrait leur pisser sur les pompes, à coup de pied, ils leur remontent dans sa soucoupe, je pense. C'est quand même dommage. Là, j'ai peur qu'on soit obligé de s'arrêter pour ce soir sur ces remarques raéliennes. Peut-être simplement mentionner que vous avez apporté quelques tirés à part. J'ai peut-être vous en parler. Alors sur le site de l'OZ, on met en ligne un certain nombre de dossiers et d'articles qui ont été écrits par les membres de l'association et on a apporté quelques impressions qui sont ici, que vous pouvez récupérer et ils sont en vente à prix libre en fait. Pourquoi? C'est parce qu'il n'y a pas besoin d'être riche pour avoir accès à la connaissance.